par le Bénin, le Sénégal. Et voilà. Donc, on a de très bons sujets d'actualité que nous allons partager avec vous ce dimanche. J'espère que chacun a passé une très bonne semaine. Merci beaucoup. Et je vais commencer ce sujet par l'explosion d'un navire à Dakar. Et je ferai une analyse par rapport à la situation du Togo. Si la technique peut passer l'image de cette explosion à Dakar, de ce navire à Dakar. Et l'explosion a eu lieu le 27 novembre. Et je ferai mon analyse après. Merci à la technique. J'irai pas, mon général, j'irai pas. J'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas. Je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Un jour... Au Sénégal, un pétrolier avec à son bord plus de 30 000 tonnes de gasoil a subi des explosions au large des côtes de Dakar. On te raconte. Le jeudi 27 novembre 2025, le pétrolier Mersin était à l'ancre au large des côtes dakaroises lorsqu'aux environs de 23h45, 4 explosions extérieures se sont produites. Des explosions qui, selon le communiqué de l'armateur turc Besiktas Shipping, exploitant du navire, auraient entraîné une entrée d'eau de mer dans la salle des machines. L'équipage a alerté les autorités sénégalaises qui ont mobilisé sans délai des remorqueurs et des équipes de secours. Le port autonome de Dakar a précisé dans un communiqué le 30 novembre. On n'a pas les images. On n'a pas les images de la vidéo, on n'a pas la vidéo. Est-ce que la technique peut rejouer la vidéo parce que la vidéo n'est pas apparue? Au Sénégal, un pétrolier avec à son bord plus de 30 000 tonnes de gasoil a subi des explosions au large des côtes de Dakar. On te raconte. Le jeudi 27 novembre 2025, le pétrolier Mersin était à l'ancre au large des côtes dakaroises lorsqu'aux environs de 23h45, 4 explosions extérieures se sont produites. Des explosions qui, selon le communiqué de l'armateur turc Besiktas Shipping, exploitant du navire, auraient entraîné une entrée d'eau de mer dans la salle des machines. L'équipage a alerté les autorités sénégalaises qui ont mobilisé sans délai des remorqueurs et des équipes de secours. Le port autonome de Dakar a précisé dans un communiqué le 30 novembre que l'intégralité de l'équipage a pu être secourue sain et sauf. Aucune victime n'est à déplorer. La diffusion sur les réseaux sociaux des images du navire en détresse après les explosions a suscité beaucoup de réactions. La plupart s'inquiétaient d'un éventuel déversement de la cargaison dans la mer. En effet, le tanker transportait du gasoil, 39 000 tonnes selon RFI. Dans un communiqué, l'ONG Greenpeace Afrique s'est dite profondément inquiète, mais le port de Dakar a indiqué que les autorités maritimes mettent tout en œuvre pour empêcher un rejet d'hydrocarbures en mer. Selon RFI, qui cite la direction de l'information de l'armée, les 39 000 tonnes de gasoil à bord du navire sont en train d'être récupérées. Le carburant sera déplacé vers un tanker plus petit. Ce 1er décembre, l'armateur Besiktas Shipping a déclaré dans un communiqué: le navire est dans un état sûr et stable et ne pose aucun risque pour la navigation ou la sécurité dans son environnement. Pour le moment, aucune explication à ces explosions n'a été communiquée. Alors, si la technique peut passer les images, la vidéo n'est pas passée, au moins les images pour que je puisse continuer les commentaires. Alors, effectivement, le 27 novembre dernier, il y a eu un navire qui a été attaqué, en tout cas qui a explosé au large des côtes du port de Dakar. Et il y a eu beaucoup de spéculations autour de cet incident, qui est un incident très grave. Heureusement qu'il n'y a pas eu de marée noire pour le moment. Alors, pourquoi je vous passe ces images-là? Selon plusieurs réseaux d'information, des articles ont été écrits par plusieurs grands médias, il n'est pas exclu que cette attaque-là soit l'œuvre des services secrets ukrainiens. Et parce que depuis le mois de novembre, l'Ukraine s'attaque à tous les bateaux qu'ils appellent la flotte fantôme russe. Le 28-29 novembre, il y a eu trois navires qui ont été détruits en mer Noire, au large de la Turquie. Il y a eu en plus 2 autres bateaux qui ont été détruits. Ce sont des bateaux qui battent parfois pavillon gambien, pavillon panaméen, pavillon turc, mais qui sont des bateaux qui transportent des intérêts russes. Et donc, si les hypothèses qui sont actuellement avancées par les médias et par les spécialistes par rapport à ce navire de gasoil qui a été touché au large des côtes de Dakar est avérée, nous devons faire très attention par rapport à quoi Fort est en train de nous entraîner. Dans quoi Fort est en train de nous entraîner notre pays. Parce que il y a un navire russe qui est actuellement au port de Lomé qui va charger l'uranium en direction de la Russie. Alors, si les services secrets ukrainiens sont capables de venir de détruire des navires en mer Noire, donc au large des côtes turques, amenant la Turquie à prendre un certain nombre de dispositions et atteindre un bateau sur les côtes africaines, notamment au large de Dakar, ça veut dire que le fait d'ouvrir notre port aux intérêts russes va exposer de plus en plus notre pays. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois que Fort est en train d'entraîner notre pays dans une situation que lui-même ne pourra pas maîtriser. C'est extrêmement grave. Parce que nous n'avons pas les renseignements en haute mer, c'est pas nous qui avons les renseignements en haute mer. On a beau faire les renseignements au sol, on a beau poursuivre les étudiants, les opposants, les journalistes, mais en haute mer, c'est pas nous qui avons les renseignements. Donc, sachant dans quel camp se trouve l'Ukraine aujourd'hui, on ne sait pas quels sont les services étrangers qui aident les Ukrainiens à frapper les bateaux russes en haute mer. Et donc, le fait que Fort Gnassingbé ait mis notre port à disposition des intérêts russes aujourd'hui, cela peut valablement exposer notre port aussi à ces genres de dangers, comme cela vient de se passer à Dakar. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu projeter cette vidéo-là, pour que les Togolais aillent au-delà de ce qu'ils voient, faire des analyses sans émotion, pour comprendre que ce qui se passe
aujourd'hui, nous n'avons pas entraîné nos petits pays dans ces histoires. Nous n'avons pas à entraîner nos petits pays-là qui n'ont pas les moyens dans ces jeux de puissance où les gens n'ont pas d'état d'âme, ils viennent frapper là où ils veulent. Vous avez certainement appris que les barbus ou les terroristes qui sont au nord je sais pas, c'est au Niger ou au Mali, ont eu des entraînements, des Ukrainiens qui ont été formés, on leur a même donné des drones et tout ça. Donc, il ne faut pas qu'on balance notre pays dans ces genres de conflits qui vont nous coûter excessivement cher dans notre pays. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu... cet incident s'est tellement passé inaperçu, mais moi, j'ai voulu passer cet incident-là pour que vous voyez, tous les grands médias et les analystes disent que ce bateau a été attaqué par des services ukrainiens au large de Dakar, parce qu'ils transportaient du pétrole russe, du gasoil russe. Vous voyez? Et 2 jours après, il y a eu d'autres attaques en mer Noire. En une semaine, il y a eu 7 bateaux fantômes de la flotte fantôme russe qui ont été attaqués par les Ukrainiens partout où ils sont dans le monde. Ça veut dire qu'il faut faire très attention aux choix que nous faisons. Voilà ce que j'ai voulu dire pour commencer cette émission. Alors, on va visiter un peu le centre de santé de Hautoué, en image et en vidéo, le centre de santé de Hautoué. C'est ce centre de santé-là que notre sœur Koumaï Grace a filmé et elle a eu quelques soucis. On l'a accusée d'atteinte à la sûreté. Voilà la zone des phosphates. On reste d'abord sur cette image-là, une minute. Voilà l'hôpital, je ne sais pas comment ils appellent ça, le centre de santé de Hautoué. Voilà l'hôpital de la zone, d'une des zones où on exploite les phosphates. Vous voyez d'abord le bâtiment, vous voyez les tôles, vous voyez l'aspect du bâtiment. Et bien évidemment, quand vous voyez un bâtiment comme ça, vous ne pouvez rien trouver de bon dedans. Vous voyez certainement que même à certains endroits, la tôle coule, le bâtiment coule. Et donc, ça, c'est à Hautoué, ça. La zone où on exploite les phosphates depuis bientôt 70 ans. Qu'on exploite les phosphates, que les phosphates ramènent des milliards, que personne, CMS, voilà, Centre médico-social de Hautoué, c'est là où on exploite les phosphates, que le phosphate rapporte des milliards et que nous ne voyons rien de ces milliards, ni l'amélioration des conditions de vie et des infrastructures des populations où ce minerai est exploité. Donc, voilà le CMS, le Centre médico-social de Hautoué. Ça, c'est l'aspect extérieur. Déjà, quand tu es malade et que... vous pouvez ramener l'ancienne photo d'abord. Déjà, quand tu es malade et que on te transporte pour t'amener ici, je pense que en regardant déjà l'aspect de ce centre médico-social, tu ne peux être que malade encore davantage. Tu ne peux pas être guéri. Donc, voilà, ceux qui sont sur YouTube et Facebook peuvent regarder l'image, mais ceux qui sont sur TikTok ne peuvent pas le voir. Donc, voilà l'aspect extérieur du centre de santé, centre médico-social de Hautoué. Donc, on va rentrer dedans. Ça, c'est l'entrée. Donc, vous voyez l'entrée. On rentre dedans. Et on rentre dedans. Et on rentre dedans doucement, lentement. On n'est pas pressé. Voilà l'intérieur. Voilà le sol. Le sol, il n'y a même pas le sol. On ne sait pas si c'est du ciment, si c'est le sol à l'intérieur, si c'est du ciment, si c'est du ciment mélangé avec la terre rouge. On ne sait pas ce que c'est. Voilà le sol. Et les bancs sur lesquels les malades s'asseyent. Et ça, c'est un centre médico-social dans une zone minière du Togo. Et voilà le sol. Ensuite, voilà toujours le sol. Et ça, c'est la salle d'accouchement. Vous voyez, la table d'accouchement, c'est ce truc-là. Ce truc surmonté de carreaux là. Ça, c'est la table d'accouchement. Vous voyez? Ça, c'est la table d'accouchement. Le truc surmonté de carreaux cassés là. Ça, c'est la salle d'accouchement. Vous voyez la salle d'accouchement? Ça, c'est la salle d'accouchement. C'est la salle d'accouchement, ça. Avec les carreaux cassés. C'est la table d'accouchement que vous voyez. Hein. Le système qui est au milieu, là. Je ne sais pas comment vous appelez. Ça, c'est la salle d'accouchement, ça. C'est la table d'accouchement, ça. Donc, les Hautoué, fille qui ont le phosphate, il est depuis 70 ans. On dit que les Douamériens. Et fille qui ont dit il faut repasser la vidéo. Fille qui ont dit et abati au plan yo nke benyo nke di karo alewa e pe won ke bi kwa e ji nyon di na vile il est quoi caron ton pa neno le sakaro le loamo nemi CCTA neno sa caron. Donc à salle d'accouchement les Hautoué dans une zone minière 70 ans d'exploitation des mines où des gens sont sortis milliardaires, des gens qui étaient pauvres, les parents n'ont jamais été riches, ils ont été directeurs de SNPT ou de OTP, ils ont fini milliardaires. Voilà le centre de santé, le centre médico-social de Hautoué. Et c'est ça que Grace a filmé à l'extérieur et on l'a arrêté. Donc, vous voyez, donc, Néné, c'est comme ça. Quand vous allez peut-être à Kpémé, ce serait pareil. Si vous allez à Dagbati, ce serait pareil. Si vous allez à Kpomé, ce serait pareil. C'est des infrastructures comme ça d'une autre époque que vous allez voir. Et ça, on ne peut pas accepter ça dans une zone où
et la population de Haouté aujourd'hui, peut-être qu'ils sont à 20 000 habitants à Haouté, peut-être même un peu moins, mais c'est le centre de santé et c'est la table d'accouchement que vous voyez. Et vous allez voir l'intérieur du bâtiment, le sol est multicolore, on ne sait pas si c'est le ciment qu'ils ont mis au sol, si c'est la terre rouge, il n'y a pas de carreaux, ils n'ont rien mis, il n'y a pas d'assainissement. Voilà comment, dans quelles conditions nos mamans, nos sœurs qui sont dans cette zone vont accoucher. Donc voilà, voilà la zone. Et ça, c'est dans la préfecture de Vaud, où vous avez quelqu'un qui a été Premier ministre pendant 5 ans. Elle a été Premier ministre pendant 5 ans et elle nous a fait croire qu'elle était là pour le développement. Elle a piloté pendant au moins 8 ans le ministère du développement à la base et elle n'a pas été capable d'arranger tout ça là. On va parler du SCRIC avant d'aller sur le Bénin. On va parler du SCRIC. Je vous disais la dernière fois que l'UTB, la banque, l'Union togolaise des banques, qui est une banque les plus problématique aujourd'hui, la plus en difficulté aujourd'hui, et que l'État cherche encore à privatiser, l'UTB a tellement donné de créances, de crédit à des individus, à des opérateurs économiques, parfois avec garantie, parfois sans garantie. Tout ça, c'est avec des complicités internes. Aujourd'hui, cette banque est sous pression de réforme par le FMI. Alors, qu'est-ce que la banque fait? La banque ramasse les dossiers de tous les opérateurs économiques qui lui doivent de l'argent et qui ne sont pas en mesure de payer. Elle remet les dossiers au SCRIC et le SCRIC est devenu une agence de recouvrement de créances. Donc, le SCRIC a le dossier de tous ceux qui sont les débiteurs de la banque, si c'est comme ça qu'on le dit, et le SCRIC vous convoque. Vous arrivez là-bas à la gendarmerie au SCRIC, on vous fait asseoir sur un banc, parfois toute la journée, et on vous dit, voilà, vous avez tel montant à payer à l'UTB. Nous vous donnons 2 jours, 3 jours pour verser l'argent. Si vous ne versez pas l'argent, on va vous faire ça, on va vous faire ça. Je ne sais pas si le recouvrement de créances fait partie des prérogatives de SCRIC, mais il nous revient de plus en plus que cette méthode-là que l'UTB a confiée au SCRIC, on ne sait pas si le procureur est impliqué dans cette histoire ou pas, parce que le SCRIC ou les OPJ de la gendarmerie travaillent sous l'autorité du procureur. Donc, s'il y a un problème entre une banque et un de ses clients, ce problème doit suivre une procédure judiciaire. Ce n'est pas un service de renseignement qu'on sollicite, qui invite les gens au SCRIC, qui leur met la menace, c'est comme on te met un fusil sous la tempe. Bon, voilà, tu dois à la banque, il faut apporter l'argent. Et les gens apportent l'argent en espèces au SCRIC. Et donc, c'est le SCRIC qui reçoit l'argent en espèces. Eux, ils ont leur commission et ils donnent le reste à la banque. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce qu'il y a tellement d'informations qui remontent aujourd'hui par rapport à cette méthode qu'on ne peut pas accepter cette manière de faire d'une banque. Si une banque a des problèmes avec ses clients, la banque prend son avocat, assigne le client et cela suit une procédure. Si le client n'est pas en capacité de rembourser, si on doit saisir la garantie, on saisit la garantie. Mais on ne convoque pas les clients comme des vulgaires bandits, on les fait asseoir. Il y a des gens qui leur disent oui, vous avez de l'argent à payer à telle banque, il faut donner de l'argent, sinon, voilà, sous des pressions, des menaces et tout ça. Faure Gnassingbé disait la dernière fois dans son discours que la justice sera au cœur de je ne sais quoi ou je ne sais pas quoi. Voilà, quelqu'un disait qu'il existe des mécanismes de recouvrement des créances par les actes uniformes de l'OHADA. Voilà, donc il y a des mécanismes de recouvrement de l'argent. Et nulle part dans ces mécanismes de l'OHADA, il n'est pas dit que c'est un service de la gendarmerie qui convoque les gens, qui prend même l'argent pour aller reverser à la banque. Ça n'existe pas. Je ne sais pas où est-ce qu'on a trouvé cette méthode. Tout est fait par la force au Togo. C'est pas normal. Donc, j'interpelle ici les gens de l'UTB qui ont confié ces dossiers-là au SCRIC. Faites très attention parce que cela entache même la notoriété de la banque. Parce que si vous traitez vos clients comme ça, mais les gens vont quitter la banque. Les gens vont se dire, mais si nous avons des problèmes avec une banque et que la banque nous traite comme de vulgaires voyous, on nous convoque au SCRIC, on nous met la pression, on nous dit, tu as 2 jours, 3 jours pour verser l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, on te met la pression. Les gens vont dire, mais cette banque-là, c'est pas normal. Parce qu'il y a plusieurs personnes, vous savez, il y a des gens, quand ils arrivent chez les gendarmes, tout ça, ils ne supportent pas la pression. Il y a des gens qui sont sous pression, qui risquent de faire des crises. C'est pas normal. Donc, il faut suivre la procédure qui est indiquée par les textes pour recouvrer l'argent. Et le SCRIC, à ce que je sache, ce n'est pas un service de recouvrement de créances. C'est une agence de renseignement, c'est un service de renseignement. Ce n'est pas un service qui va recouvrer les dettes pour une banque ou pour des particuliers. C'est pas normal. Bon, voilà, c'est une situation inacceptable que je tiens à souligner. Et je voudrais que ça soit bien entendu pour que ceux qui se livrent à ces genres de pratiques, qui ne répondent à aucun test, ces pratiques-là, il vaut mieux que la banque envoie des avocats ou des huissiers à ses créanciers. Et voilà, si les gens sont incapables de payer, peut-être vous faites une saisie sur leurs biens qu'ils ont mis en garantie. C'est mieux que de faire cette méthode. C'est comme on est dans un Far West. Oui, le recouvrement de créances est une affaire civile et échappe à une procédure pénale. Merci beaucoup, Joanne. Le recouvrement de créances est une affaire civile. Ce n'est pas une affaire pénale. C'est une affaire civile. Donc, vous ne pouvez pas mettre les gens dans des conditions comme ça. Finalement, tout est mélangé au Togo. On ne sait même plus ce qui se passe dans le pays. Chacun dans son petit coin fait ce qu'il veut. Bref, voilà ce que je voulais souligner. Alors,
avant d'arriver sur le Bénin, je vais parler de cette histoire du Togo qui est sur la liste rouge de Donald Trump. J'ai fait quelques petits contacts avec mes sources au département d'État. J'ai mes entrées là-bas au département d'État, j'ai parlé avec certains, j'ai échangé des mails avec eux. Et il se fait que la situation est plus grave qu'on ne le pense. La situation, pourquoi on en est arrivé à retrouver le Togo sur cette liste rouge, une liste qui met le Togo comme un État, je sais pas, un État dans lequel les choses ne se passent pas normalement. Et donc, des informations que j'ai pu recueillir auprès de ces sources-là, du côté du département d'État, on revient toujours à la même chose que j'ai eu à dire. Dans la dernière période, il y a eu plusieurs Togolais qui sont arrivés aux États-Unis avec des passeports de service. Un flux énorme avec des passeports de service. Et certains même avec des passeports diplomatiques. Et ces gens-là, ils sont arrivés aux États-Unis, parfois avec leur famille. Alors que l'objet de leur visite, le type de visa qu'ils ont obtenu, c'est des fonctionnaires, ça ne leur permettait pas de rentrer aux États-Unis et parfois d'aller installer leur famille. Il y a des ministres qui ont installé leur famille aux États-Unis. Il y a des députés qui ont installé leur famille aux États-Unis. Il y a des sénateurs qui ont installé leur famille aux États-Unis. Et plus grave, ce qui est encore plus grave, des gens sont arrivés aux États-Unis avec le passeport de service et parfois avec des passeports diplomatiques et ils demandent l'asile. Vous imaginez? Les gens rentrent aux États-Unis avec un passeport de service, c'est-à-dire avec un ordre de mission. Donc, un passeport de service est toujours accompagné d'un ordre de mission. Le passeport diplomatique, c'est pareil. Donc, les gens rentrent aux États-Unis avec un passeport de service. Si tu rentres aux États-Unis avec un passeport de service, ça veut dire que tu n'es pas menacé dans ton pays, tu n'as aucun souci. Si tu rentres aux États-Unis avec un passeport diplomatique, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Alors, d'où vient que des gens rentrent aux États-Unis avec le passeport de service et ils sont amenés à demander l'asile aux États-Unis. Donc, tout ça a été documenté. Le nombre de personnes qui sont arrivées avec les passeports de service et qui se sont installées aux États-Unis. Certains ont amené leur famille, qui les ont installés aux États-Unis. Je n'ai pas envie de citer certains noms ici. Je connais des ministres qui sont à Lomé, qui ont envoyé toute leur famille aux États-Unis, pendant qu'ils sont encore au gouvernement. Je connais des députés à Lomé qui ont installé toute leur famille aux États-Unis. Je connais même des gens qui ont modifié la Constitution, ils sont partis s'installer aux États-Unis. Et donc, tout ça a été documenté. Et aujourd'hui, on demande des comptes au gouvernement togolais. Le mois d'août passé, selon mes sources, lorsque le Togo avait été déjà placé dans la première liste, vous vous rappelez qu'il y avait une liste provisoire sur laquelle il y avait déjà le Togo. Donc, pendant le mois d'août passé, le Togo a dépêché des missions aux États-Unis, a fait même du lobbying à Washington. Ils ont payé des cabinets, eux-mêmes ils ont fait des lobbies pour qu'on enlève le nom du Togo sur la liste. Mais tout ça n'a pas marché. Parce que les faits qui sont reprochés à l'État togolais sont d'une extrême gravité. Au lieu de punir les responsables, au lieu de faire une enquête interne au Togo, pour déterminer qui sont ceux qui ont délivré ces gens de passeports à des gens, leurs familles, alors que les familles ne sont pas des fonctionnaires, pour aller aux États-Unis, le Togo pense que en faisant une démarche de lobbying auprès de Washington, en allant faire la langue mielleuse, on va les sortir de la liste. Ils sont allés au mois d'août. Pendant tout le mois d'août, ils ont fait le lobbying. Ça n'a pas marché. Et les Américains tiennent à ce que cette affaire soit clarifiée. Et, pardon, tous ceux qui sont rentrés avec ce type de passeport, ils vont les rechercher. Leurs familles, ils vont les rechercher. Ceux qui sont rentrés normalement, visa visiteur, et qui ont commencé par se déclarer c'est pas, en asile, ils vont les rechercher. Ceux qui ont eu la green card d'une manière ou d'une autre, ils vont aussi les rechercher. Et ils vont étudier leur cas un à un. Ceux qui doivent être rapatriés, ils vont les rapatrier. Quand on t'envoie dans ton pays, on ne parle pas de déportation, on parle de rapatriement. Donc, ils vont les rapatrier. Et déjà, il y a des Togolais qui sont de plus en plus ciblés. Il y a des gens qu'on a commencé par cibler. Et selon mes informateurs, les prochains jours seront très, 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 très durs pour les Togolais. Voilà comment on s'est retrouvé sur cette liste-là. Je ne sais pas si ce sont les derniers événements, les derniers événements politiques ou bien l'incertitude politique qui a fait que beaucoup d'acteurs du régime ont déplacé leur famille aux États-Unis. Probablement, c'est ça. Beaucoup d'acteurs aux États-Unis, beaucoup d'acteurs du régime, beaucoup de responsables dans le régime ont déplacé leurs familles aux États-Unis. Ils les ont installés aux États-Unis en profitant de cette brèche du passeport de service. Donc, les gens ont amené aux États-Unis leurs femmes, leurs enfants, ils sont seuls à Lomé. Il y a des ministres dedans, il y a des députés dedans, il y a des sénateurs dedans. Et pire, certains, une fois aux États-Unis, alors qu'ils sont du régime, ils veulent passer par les mailles pour se déclarer en exil, ils veulent demander l'asile politique. Or, les Américains, ils te jugent selon le type de visa que tu as amené dans le pays. Ils traitent ton dossier selon le type de visa que tu as amené dans le pays. Si tu prends un visa pour... voilà, quelqu'un me dit, on a arrêté une grande sœur qui a déjà fait 20 ans aux États-Unis. Voilà. Il y a aussi un ami à Chicago qui me disait hier qu'un Togolais a été arrêté à Chicago et tout ça. Donc, si tu prends un visa pour visiteur, pour aller faire du tourisme, ça veut dire que tu n'as aucun problème dans ton pays. Une fois que tu rentres là-bas, tu veux rentrer dans l'asile, eux, ils vont te sortir tout ça. Donc, la conséquence, c'est que peu de visas pour le moment pour les Togolais. Ceux qui sont pour la loterie visa, c'est bloqué et des gens seront rapatriés. Et même les naturalisations sont arrêtées. J'ai un ami qui m'a écrit hier, qui m'a dit, il a une sœur qui fait 15 ans aux États-Unis, elle a été invitée à la fin de ce mois pour la naturalisation, on lui a écrit que c'est suspendu. Donc actuellement, c'est l'incertitude pour tous nos compatriotes qui sont aux États-Unis. Et ce qui est encore grave, c'est que les gens qui ont profité du système pour aller aux États-Unis, les gens du régime qui installent leur famille aux États-Unis, leurs frères, leurs cousins, c'est eux. Une fois installés aux États-Unis, quand ils ont les papiers, c'est eux qui disent non, on ne se met pas de politique, nous, on n'a rien à voir avec la politique. Alors que quand ils vont aux États-Unis,
avec un visa, avec un passeport de service, ils vont rentrer dans l'asile en disant qu'ils sont menacés au Togo. Une fois qu'on leur donne l'asile, ils disent oui, tu vas bien au Togo, ils n'ont aucun problème, que la politique au Togo, ils ne s'en mêlent pas. Et ce sont tous ces gens-là qui ont aujourd'hui des problèmes. Donc, le Togo doit régler le problème. Le Togo doit faire une enquête interne et montrer sa bonne volonté à régler le problème au Togo. Ce n'est pas parce que Faure Gnassingbé s'est retrouvé à la signature d'un accord qui ne tient même pas debout parce que la guerre a repris depuis belle en RDC et que Donald Trump l'a vu dans la salle et dit I would like to thank the president of Togo, Faure Gnassingbé, que c'est fini le problème réglé. Les Américains ne règlent pas le problème comme ça. Ils ne règlent pas le problème comme ça. Ces genres de problèmes, c'est le département qui l'étudie et qui rencontre. Et selon mes sources du département, le problème est plus grave qu'on ne l'imagine. Et c'est lié à ces genres de passeports. Et il y a même des étrangers qui ne sont pas des Togolais, à qui on a donné des passeports togolais et qui sont allés aux États-Unis. Et une fois aux États-Unis, ils ont déclaré ne pas être des Togolais. Ils sont rentrés avec des passeports togolais aux États-Unis. Des étrangers. Des étrangers à qui on a donné des passeports, qui sont rentrés aux États-Unis. Et les Américains, eux, ils ne blaguent pas avec ça. Ils ne s'amusent pas avec ça. Et donc, ça va être très chaud. Et actuellement, tous les Togolais, à part ceux qui ont la nationalité, c'est eux qui sont sortis d'affaires, tous ceux qui sont dans ces situations de green card, ceux qui sont là pour le moment il y a 2 ans, 3 ans, c'est l'incertitude. Et ils vont les traquer comme ils sont en train de traquer les Somaliens. Parce qu'ils savent les adresses, ils savent là où chacun est. C'est leur territoire, ils maîtrisent, ils connaissent à quelle date tu es rentré, où tu te trouves, qui t'a hébergé, dans quel endroit tu es. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver demain dans des problèmes à cause de l'inconséquence de notre régime. Donc, essayons de partager les difficultés de nos frères. Ils vont les rapatrier, pas les déporter. S'ils vont dans leur propre pays, c'est un rapatriement, ce n'est pas une déportation. Donc, ils vont les rapatrier. Et Donald Trump, il a encore 3 ans. Il a encore 3 ans, il ne fait que 1 an. Il a encore 3 ans. Et tout le monde sait que, bon, lui, ce qu'il décide de faire, il le fait. Personne ne l'arrête, il a encore 3 ans. Avant, il a dit, les Somaliens, excusez-moi, sont des déchets, ils doivent rentrer dans leur pays. Mais ils ont envoyé les gens de Minneapolis en train de ramasser les Somaliens. J'ai vu un Somalien qui est rentré, qui a fait une vidéo, en train de pleurer à chaudes larmes. Et il y a les Américains d'extrême droite là, qui étaient sous son commentaire, qui se moquaient de lui. Mais que c'est your country. Voilà, you crying for. You are in your country. Donc, ils lui disent, mais il est rentré dans son pays, pourquoi il pleure? Son pays, c'est son pays. Donc, j'ai vu plein de commentaires, les gens qui se disaient, non, tu es rentré dans ton pays. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures de retourner dans ton pays? Alors, le gars, il pleurait à chaudes larmes dans la vidéo. Donc, c'est pour vous dire que c'est un drame. Actuellement, c'est un drame. Donc, prions pour nos frères qui sont aux États-Unis et espérons que, bon, quelque chose va se passer pour que la situation se calme et qu'il y ait vraiment une solution pour ces gens-là. Là, c'est tout le monde, c'est tous ceux qui sont concernés, les pauvres comme les riches, parce que les ministres, les directeurs, les DG qui ont installé leur famille aux États-Unis, on va leur dire de retourner dans leur pays. On va leur dire de retourner dans leur pays. Certains ont acheté même des maisons ou des appartements aux États-Unis, on va leur dire de retourner chez vous. Ça, c'est clair et net. Voilà ce que je voulais dire par rapport à mes contacts que j'ai eu du côté du département d'ICA. Voilà les informations que j'ai pu clamer. Le plus grand problème tourne autour de ces passeports de service qui ont permis à beaucoup de gens d'arriver massivement dans le pays. Et ce flux-là, c'est ce flux-là qui a attiré l'attention des Américains et une enquête a été menée et voilà les résultats qu'ils ont obtenus. Merci à la technique. On va aller au Bénin. Technique, vous pouvez aller, vous pouvez jouer l'élément. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, en ce jour, dimanche 7 décembre 2025, nous, forces de défense et de sécurité, après une réflexion bien mûrie pour donner un repère à notre pays, avons décidé de prendre nos responsabilités suite aux multiples dérives du gouvernement de M. Patrice Talon. Il s'agit de, sur le plan sécuritaire, la dégradation continue de la situation sécuritaire au nord du Bénin, l'ignorance et la négligence de la situation de nos frères d'armes tombés au front, et surtout celles de leurs familles abandonnées à leur prison par la politique de M. Patrice Talon, malgré les multiples promesses relayées en grand compte sur les médias. La promotion à des grades supérieurs. Apparemment, beaucoup de gens ne suivent plus les chaînes nationales là. La mise à la retraite d'office de nombreux militaires et paramilitaires encore valides sur fond de il dit, ouais, c'est faux. Oh, moi, de me calmer là-bas. Je rappelle encore celui qui a dit, bébé, Raman aussi dit, oh, calme-toi. Ah, ben, il est content, mais il ne sait pas si c'est la vérité. L'annulation de la prise en charge par l'État est dialysée, entraînant des morts en cascade. Ah là là là. Le dénigrement du corps enseignant à travers la création de la catégorie des AME, terme qui traduit une marginalisation, voire une clochardisation des personnes pourtant très bien à servir leur pays. La mauvaise gestion du secteur agricole. La réduction, voire l'annulation déguisée des libertés fondamentales sur le plan économique. La confiscation de tous les secteurs vitaux de l'économie nationale par une minorité. L'instauration des impôts étouffants, ainsi les populations déjà pauvres. La confiscation des prêts sur le dos de l'État dans une opacité totale. L'attribution des marchés publics sans transparence. Sur le plan politique, l'exclusion totale des acteurs ayant des idées jugées contraires à la gouvernance de M. Patrice Talon et la privation de certains citoyens de leur droit de faire le choix de leur candidat. Le vote des lois chrysogènes.
le renvoi à l'exil de certains citoyens du pays, les arrestations tous azimuts et l'emprisonnement de citoyens sur faute d'intimidation. Eu égard de ce qui précède, le comité militaire pour la refondation CMR a décidé 1. La constitution du novembre 2025 est suspendue. Toutes les institutions sont dissoutes. Les activités des partis politiques suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les frontières terrestres, maritimes, aériennes du Bénin sont fermées jusqu'à nouvel ordre. La prise du pouvoir en ce moment traduit la ferme volonté du comité militaire de la refondation à mettre fin à l'exclusion de toutes les couches sociales de notre pays, sans distinction aucune. Dans la suite de la transition et de restaurer la cohésion nationale, l'armée nationale exercera jusqu'à nouvel ordre la plénitude des pouvoirs dévolus à l'État du Bénin. Tous les fonctionnaires du Bénin, tous les travailleurs de nos villes et campagnes, où qu'ils se trouvent, doivent continuer d'assurer normalement leurs tâches quotidiennes avec plus de foi et de discipline. Quant aux vaillantes populations, l'armée les invite à vaquer librement à leurs occupations dans la paix et la tranquillité. À la communauté internationale, le comité militaire de la refondation rassure que les engagements internationaux du Bénin ainsi que les droits humains seront respectés. Enfin, l'armée s'engage solennellement à donner au peuple béninois l'espoir d'une œuvre véritablement nouvelle où il règne la fraternité, la justice et le travail, symbole de notre unité nationale. Vive l'armée, vive la refondation de notre chère patrie, vive le Bénin, la République ou la mort, le peuple d'abord. Fait à Cotonou. On va passer le communiqué du ministre de l'Intérieur de Talon. Je suis désolé pour le volume, mais c'est des éléments que nous avons recueillis. Un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations. Je vous remercie. Alors, on s'est réveillé ce matin avec une situation assez confuse au Bénin. Je pense que cette vidéo, la première vidéo, c'est moi-même qui l'ai envoyé à beaucoup de gens qui ne s'étaient même pas encore réveillés, même à certains médias. Je leur ai dit, mais il se passe quelque chose à Cotonou, les gens ont sauté de leur lit et tout ça. Et donc, depuis le matin, je suivais de très près la situation, passer quelques coups de fil à des amis là-bas, parler avec des grands frères qui connaissent des gens dans les renseignements et tout ça. Je vais faire une analyse de cette situation à charge et à décharge. Je parle en tant que journaliste. Je fais une analyse à charge et à décharge. Moi, je n'ai jamais été pour les coups d'État. Je n'ai jamais supporté des coups d'État. Et ça, je l'ai toujours dit. Des militaires qui s'invitent sur la scène politique avec des bérets, des armes, des casques pour soi-disant, oui, on est arrivé ici, on a fait ça. Moi, je n'ai jamais supporté ça. Et ces images-là que l'Afrique envoie au monde entier, ces images-là doivent cesser. Parce que les coups d'État sont devenus, c'est pas une tontine. Chaque semaine, en Afrique de l'Ouest, chacun se lève, il met un béret et puis il sort, il raconte sa vie. Et nous, les Togolais, nous devons savoir que les images que vous voyez là, c'est comme ça que notre malheur a commencé au Togo en 1963. J'ai l'impression que parfois vous oubliez. J'ai l'impression que parfois, nous, les Togolais, qui applaudissons ces genres de choses, nous oublions que les ancêtres des coups d'État en Afrique, ce sont les Nassimbé. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est le même discours. Nous allons respecter les engagements avec les partenaires, nous allons restaurer le pays, on va faire ci, on va faire ça. Et Yadiba nous a parlé de lutte contre l'impérialisme au Togo, en demandant même de changer de nom. On a vu ce qu'il a fait du pays après, jusqu'à transmettre le pouvoir à ses enfants. Nous avons vu, nous, il y a Togo Towa, il y a les Togo sont tout vers le président. Il y a mis les Ayam, les 60 après. Les Togo sont d'aller tout sauver, sont tout bois. Est-ce que pas où? Je vais revenir tout à l'heure sur le Bénin, mais je vais parler d'abord au Togolais. Et les conséquences de ces coups d'État-là, vous faites comme si vous ne savez pas. Quand il y a un problème politique, ce n'est pas l'armée qui vient régler ça. Et le Bénin que vous voyez là, ils ont connu 11 coups d'État. Si ça passe, c'est le 12e. Et les 11 coups d'État que le Bénin a connus, c'était les périodes les plus instables que le Bénin a jamais connues, jusqu'en 1990. Il y avait des Béninois, on a coup d'État. Quand les Béninois faisaient les coups d'État, le Bénin était dans une situation politiquement instable. Il y avait la famine partout, des problèmes. Et les Béninois étaient au Togo pour fréquenter, pour vivre, pour faire tout. Ils ont connu 11 coups d'État en 1960, depuis 1960. Si les coups d'État changeaient le pays, ils ont connu 11 coups d'État. Ça fait au moins 30 ans qu'ils n'ont plus connu le coup d'État. De 1960 à 1972, je ne sais pas combien, ils ont connu 11 coups d'État au Bénin. Alors, il y a des Togolais qui se lèvent, ils se lèvent le matin, ils te disent, oui, Ferdinand, oh, ils sont encore à renverser Talon. Et alors, c'est une fierté pour vous? Parce que vous n'avez jamais vu un militaire prendre le pouvoir? Au Togo, là. C'est l'intrusion des militaires sur la scène politique qui a sombré notre pays jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Et un militaire qui veut renverser un civil ou qui veut tuer quelqu'un, il a toujours un argument. Oui, le pays est mal gouverné, comme si eux gouvernaient mieux le pays.
Le pays n'est pas ci, le pays n'est pas ça, le pays n'est pas ci. Je dis ceci, je fais une analyse à charge et à décharge. Je reviendrai sur le cas Patrice Talon tout à l'heure. Mais je parle en général d'abord. Nous ne sommes pas, si nous sommes des gens de conviction, nous sommes des démocrates. Ce n'est pas à nous de venir applaudir des conneries comme ça. L'Afrique a suffisamment souffert de ces conneries-là. Vous pensez qu'aux États-Unis, Donald Trump ne viole pas la Constitution? Donald Trump viole la Constitution tous les jours. Mais vous avez vu un militaire américain qui s'est levé pour dire qu'on fait un coup d'État parce que Donald Trump n'a pas respecté la Constitution. Non. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas à faire ce qu'ils sont en train de faire là. Ce n'est pas normal. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'au Bénin, il n'y a pas un problème fondamental. Il y a un problème. Et je vais revenir sur ce problème tout à l'heure. Et donc, moi je dis, ça, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ceux qui militent pour la démocratie doivent se soutenir avec les valeurs démocratiques. Ceux qui supportent les coups d'État, faites aussi votre syndicat. Ceux qui supportent les coups d'État, faites votre syndicat. Moi, je ne suis pas de ce syndicat-là. Parce que je crois fondamentalement que le pouvoir doit être exercé par des gens qui ont la responsabilité d'exercer le pouvoir. Pas des gens qui sortent le matin avec des fusils et qui tuent tout le monde. Sylvanus Olympio, parlons-en. Technique, il faut me passer le truc de Sylvanus Olympio sur la monnaie. Sylvanus Olympio, parlons-en. Voilà ce document que certains ont déjà vu plusieurs fois, mais que je vais vous passer ici à titre exceptionnel. Voilà le décret dans le journal officiel pris le 12 décembre 1962 par Sylvanus Olympio, qui créait la Banque centrale du Togo et donc qui actait la sortie du Togo du franc CFA. Voilà. Vous voyez? Voilà la décision de Sylvanus Olympio, qui actait la sortie du Togo du franc CFA. Et avant de prendre cette décision, Sylvanus avait envoyé des cadres togolais pour se former à la gestion de la monnaie aux États-Unis, en Allemagne, à la Banque centrale de Tunisie. Il avait envoyé quelques Togolais pour se former. Donc, il prend ce décret le 12 décembre 1962 pour créer la Banque centrale du Togo qui sera chargée d'émettre la monnaie togolaise, donc le franc togolais. Alors, ceux qui ne voulaient pas que le Togo puisse continuer sur cette trajectoire d'indépendance totale, ils ont manipulé les militaires et ils ont tué Sylvanus Olympio. Et quand ils ont tué Sylvanus Olympio, ils n'ont pas manqué d'arguments. Ils ont sorti pas mal d'arguments. C'est vrai, Sylvanus était un chef d'État qui avait ses défauts et ses qualités. Mais il était résolument un patriote. Si 60 ans après, nous parlons encore aujourd'hui de Sylvanus Olympio, c'est parce qu'il était un patriote. Et il est mort pour le Togo. Il avait ses forces, il avait ses faiblesses. Il avait ses défauts. Mais rien ne justifiait qu'on puisse lui faire un coup d'État ou qu'on le tuât. Mais ceux qui l'ont tué, les arguments qu'ils ont sortis à la télévision, à l'époque quand ils ont tué Sylvanus Olympio, c'est de dire que oui, il n'a pas réussi l'unité du pays, il est tribaliste, il est ceci, il est ça, il est ça. Ils ont dénaturé l'histoire. Et nous sommes rentrés dans cette période d'obscurité depuis 60 ans. Et nous peinons à y sortir. Et ça, c'est les militaires. Et ce sont les ancêtres du coup d'État. C'est les militaires togolais, les ancêtres des coups d'État. Et ces images que vous voyez au Bénin, si je vous projette les images de 63, ce sont les mêmes images, avec même pratiquement les mêmes casques. Vous allez voir que ceux qui ont tué Sylvanus Olympio, quand on leur a fait une interview, ils portaient des casques bizarres comme ça. Ce sont les mêmes images. Et ces images-là de 63 ont traumatisé nos parents. Et nos parents nous ont transmis ces traumatismes jusqu'à ce jour. À tel point que les Togo sont à quoi? Togo l'avons, et là, nous vie, et là, Tigo nous dormait. C'est cette terreur-là qu'on nous a inculquée. Donc, nous oublions, nous, Togolais, quand nous parlons des coups d'État, nous oublions que c'est un coup d'État qui nous a mis dans cette situation jusqu'à ce jour. Et que s'il y a quelqu'un qui ne doit pas applaudir les coups d'État bêtes, parce qu'il y a peut-être des coups d'État salutaires, mais il y a des coups d'État bêtes, c'est des Togolais, qui ne peuvent pas se lever pour dire oui, il y a ci, il y a ça. Patrice Talon, il gouverne le Bénin. Il gouverne le Bénin avec ses qualités et ses défauts. Il a bien évidemment des défauts, on va en parler tout à l'heure. Mais sur le plan de la qualité, tout le monde s'accorde à dire qu'il a fait un travail énorme au Bénin. Il a travaillé pour le Bénin, il a développé le Bénin, il a rendu la fierté aux Béninois, il a fait énormément de choses au Bénin. Ça, c'est incontestable. Tout le monde l'a dit, tout le monde le dit, sauf les gens de mauvaise foi. Maintenant, sur la question des libertés, c'est là aussi qu'on peut lui faire des reproches. On peut lui faire des reproches parce qu'aujourd'hui, Talon a glissé vers une dérive autoritaire. Mais cela ne justifie pas un coup d'État. Talon a glissé vers une dérive autoritaire, il y a beaucoup d'opposants qui sont en prison, il y a beaucoup d'opposants qui sont en exil, il a fermé le jeu démocratique, il empêche l'opposition de participer aux élections, mais cela ne peut justifier un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, c'est un recul. Nous sommes d'accord pour dire qu'en même temps que Talon a développé son pays, il a fermé le pays au jeu démocratique. Et ça, c'est pas une bonne chose. Je ne suis pas ici pour applaudir des petites gloires Patrice Talon. Ce qu'il a fait de bien, je le dis. Ce qu'il n'a pas fait de bien, je le dis. Ce qu'il n'a pas fait de bien, c'est que il a basculé dans la dérive autoritaire. Beaucoup de gens sont en prison. J'ai beaucoup de confrères, des journalistes qui sont en exil. J'ai connu des gens qui, aujourd'hui, ne peuvent plus rentrer dans leur pays. Et maintenant, pour les élections qui arrivent, il modifie la constitution, il fait passer le mandat à 7 ans, il veut contrôler le jeu démocratique. Ça, ce n'est pas bon. Il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas une bonne chose. Mais cela ne justifie pas un coup d'État. Il revient à la classe politique, aux acteurs politiques béninois, de poser le débat et de le régler. Mais ce n'est pas aux militaires de venir dire que oui, le pays est ceci, nous, on met 2 casques à la tête et puis on vient prendre le pouvoir. Ce n'est pas normal. Nous, les Africains, nous devons commencer par dire la vérité aux gens. Patrice Talon, il a gouverné le Bénin, il a développé le Bénin, c'est une bonne chose, mais il a fait aussi des bêtises. Et ce sont ces bêtises-là que ses ennemis sont en train d'exploiter pour remettre en cause le processus démocratique.
Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Donc, son histoire de passer le mandat à 7 ans, c'est une bêtise. Son histoire de refuser à l'opposition de compétir, c'est une bêtise. Son histoire, je ne sais pas quoi, de maintenir les gens en prison, c'est une bêtise. Ce n'est pas parce que tu développes un pays que tu dois envoyer tout le monde en prison. Ce n'est pas parce que tu développes un pays que tu dois envoyer tout le monde en prison. Donc, ça aussi, ce sont ces faiblesses. Et ce sont les faiblesses-là que ces adversaires sont en train d'exploiter. Mais cela ne justifie pas un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, c'est une incertitude pour un pays. Un coup d'État, c'est une incertitude pour un pays. Choguel Maïga, retournons au Mali. Choguel Maïga, qui est un vieux routier de la politique au Mali. Depuis le temps de Moussa Traoré, Choguel Maïga, quand ils étaient en train de manifester contre Ibeka, avec le M5 ou je ne sais pas quoi au Mali, ils ont commencé par faire des alliances avec les militaires. Les gens ont dit, faites attention. Personne ne presse des échelles à un militaire pour prendre le pouvoir. Comme Choguel Maïga a toujours été un politicien au Mali qui n'a jamais émergé politiquement, il allait toujours aux élections, n'avait pas de bon score, il a cru qu'en prenant le côté des militaires, c'est son heure qui a sonné. Il a prêté son dos aux militaires pour monter sur la dalle. Il est où aujourd'hui? Il a prêté son dos aux militaires pour monter sur la dalle. Parce que celui qui tient un fusil, il n'a qu'un seul raisonnement, c'est le raisonnement de la force. Il n'entend pas autre chose. Celui qui a un fusil, il n'a qu'un seul raisonnement, c'est le raisonnement de la force. Tu te tais ou il t'abat. C'est ça sa logique, celui qui tient un fusil. Celui qui tient un fusil ne connaît pas de liberté. Il ne connaît pas de je sais pas quoi. C'est le fusil qui passe avant tout. Et c'est ce que nous vivons au Togo depuis 63. Donc, moi, je ne supporterai pas un coup d'État dans un pays qui a une démocratie imparfaite. Ce qui est imparfait, on l'améliore. On ne remet pas tout en cause. Et ce que ce coup d'État arrange aujourd'hui, si ce coup d'État réussit, celui que ça arrange, c'est le voisin. Celui que ce coup d'État arrange, c'est le voisin de l'Ouest. Ou de l'Est, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le voisin d'à côté. C'est pour ça que j'interpelle les Togolais. Mais à Togo, Togo, les diasporas, mais qu'il y ait des médias à Roué, il y a beaucoup de gens qui viennent dans les Bénin. Il y a des parents qui viennent dans les Bénin. Il y a des talons qui viennent dans les Bénin. Ils sont Togo, mais il y a des poissons pour renverser talons. Et sur les Bénin, à Roué, Fika Milato. Fika Milato. Nesson, mais bon. Mais maintenant, Togo, Fika Milato. Il y a diaspora, Togo, les poissons. Bon, on renverse talons. Au moins, lui, il vous permet de venir dans son pays où vous rencontrez vos parents. Ceux qui sont en train de le renverser là, vous savez de quel camp ils sont? Vous savez de quel camp ils sont? Ceux qui sont en train de le renverser, vous savez de quel camp ils sont? Vous savez de quel camp ils sont? Ceux qui sont en train de le renverser, vous savez de quel camp ils sont? Donc, il n'y a pas de temps, moi, je ne suis pas ici pour faire l'éloge de talons. Je dis, il a fait un bon boulot, mais il a fait aussi des choses qui ne sont pas bien. Le fait de maintenir les gens en prison, d'envoyer ses opposants en exil, d'arrêter des journalistes, de contrôler l'économie du pays, ça, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, s'il réussit à reprendre le dessus, il faut qu'il revienne et convoque une assise générale pour remettre la balle au centre. Il n'a qu'à faire rentrer les opposants, il n'a qu'à faire rentrer les journalistes, il n'a qu'à libérer les prisonniers, il n'a qu'à ouvrir le jeu démocratique pour que tous les opposants aillent aux élections. Celui qui gagne, il gagne, le peuple le choisit. Mais s'il ferme le jeu démocratique, ce n'est pas une bonne chose. S'il arrive à reprendre le dessus, il doit comprendre que c'est un message qu'on lui a envoyé. Et que sa gouvernance n'est pas parfaite. Il y a des erreurs. Il faut qu'il corrige ces erreurs-là. Ce n'est pas que quelqu'un gouverne un pays, il y a des erreurs qu'il faut lui faire un coup d'État. Non. Et puis, il faut qu'en Afrique, on arrête avec ces histoires de militaires qui arrivent tous les matins avec des bérets à la tête et renversent les institutions. La seule chose qu'il faut mettre aujourd'hui dans les constitutions en Afrique, comme peine de mort, c'est contre ceux qui renversent les institutions, les coups d'État, contre les institutions démocratiques et les crimes économiques. Il faut mettre en Afrique dans les constitutions que celui qui fait un coup d'État, il est passible d'une peine de mort. Tout comme ceux qui volent l'argent public. Ce n'est pas normal. Au lieu de faire avancer les pays, chaque matin, on se lève et puis un farfelu sort quelque part, il met un casque gondolé sur la tête et puis il vient lire des conneries. Et puis les gens disent oui, il y a eu un coup d'État. Parce que il y a Togo, mais on sait même pas son Togo. Son Togo, le Togo, on peut le Togo depuis 63. Même pas un coup d'État. Mon coup d'État, mais il est le Togo depuis 63. Mais pas son Togo. Mais Burkina, ils sont à leur 12e coup d'État depuis 1960. Au Mali, pareil. Au Niger, pareil. Ça a développé quoi? Les missions du Mouki qui ont en 60 ans d'indépendance, les militaires ont gouverné au moins 40 ans ou 45 ans. Et du Mouki qui dit quoi? En 60 ans d'indépendance, les militaires ont gouverné au moins 40 ans ou 45 ans, ces pays-là. Et ce qui me fait très mal, c'est que je vois des intellectuels. Je vois des intellectuels parce que, par proximité idéologique, ils applaudissent des conneries comme ça. Celui qui fait un coup d'État, il était l'intellectuel, il était le journaliste, il était les partis politiques, il était la démocratie. C'est ça la réalité. Il y a des gens qui ont supporté le coup d'État en Guinée. Vous connaissez Tiano Monenembo, je pense. Mais ce sont des gens qui ont applaudi. Il y a des opposants qui ont applaudi Doumbouya. Quand Doumbouya s'est installé, il les a éliminés un à un. Il a même rasé les maisons de certains. C'est ça la réalité. Parce que le militaire qui a le fusil, il ne raisonne pas. Il ne raisonne pas. Pour lui, c'est que tu te soumets à lui ou il te descend. Et nous n'avons plus à connaître des scénarios comme ça en Afrique. Le monde a évolué. S'il y a un problème politique, il faut s'asseoir et régler ça. Il faut faire appel aux gens. Hein? Il y a quand même des personnalités dans nos pays. Il faut discuter et régler ça. Mais je vais vous dire une chose. Vous les Togolais qui sont en lutte pour la démocratie. Si le coup d'État réussit au Bénin, celui que ça arrange là, c'est le voisin de l'Ouest. S'il y a un coup d'État qui réussit à l'heure actuelle au Bénin, là, avec les doigts, et il a Adam Lamiwa. Il y a seigneurie.
Les coups d'État, les Bénin, avec les Bénin, et la Hadam, et la Hadam, donc, faites très attention. Je ne sais pas si c'est parce que Mim pense d'accord. Alors Mim pense d'aller tout bas. Et bon, tous les jours, oui, coup d'État. Vous faites quoi avec les coups d'État? Et tout le monde, coup d'État, là, dans les meilleurs possibles, mais ici, oui. Les pays où il peut y avoir des coups d'État, on va applaudir, on connaît ces pays-là. Encore que si on doit applaudir, on va applaudir avec réserve. Et tout le monde, mais un coup d'État, là, les Mina possibles, même Mina possible avec réserve. Et du monde, le Bénin a quel problème qu'on fasse un coup d'État au Bénin? Le Bénin a quel problème? Même s'il y a un problème au Bénin, ça se règle en interne avec les politiques. Les militaires n'ont pas à venir s'introduire dans le jeu politique. Le Bénin a connu 11 coups d'État. 11 coups d'État dans son histoire. Aucun coup de ces 11 coups d'État n'a fait avancer le Bénin. Le Bénin a commencé par évoluer après la conférence nationale. Donc, et moi, je ne supporterai pas un coup d'État. Je préfère être clair avec vous. Moi, je ne supporterai pas des coups d'État qui mettent, qui renversent des institutions, même si ce sont des institutions imparfaites. Par rapport à mes convictions, jamais. Talon, il fait des erreurs, mais c'est des choses qu'on peut corriger. Ça ne nécessite pas un coup d'État. Mais il supportait le coup d'État les Bénin. Et puis on Bénin, mais il supportait Amoko ou Sylvain Solipio. Parce que Sylvain Solipio aussi était un homme qui avait ses forces et ses défauts. Il avait ses faiblesses et il avait ses forces. Mais il était fondamentalement patriote. Et rien ne justifiait qu'on lui fasse un coup d'État ou qu'on le tue à 63. Puis c'est ceux qui l'ont tué à 63. Ils disent qu'ils ne gouvernaient pas bien le pays. Il n'y avait pas d'unité internationale. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Mais c'est ce que les gars aussi sont en train de dire. Aucune gouvernance imparfaite ne doit susciter un coup d'État. Soit vous êtes sur les principes, ou vous n'avez pas de principe et vous suivez les gens comme les moutons de Barnuche. Parce que ça balance à gauche aujourd'hui, on va à gauche, ça balance à droite aujourd'hui, on va à droite. Mais, et ça, je vous donne un exemple. Faisons dans la projection, faisons dans la science-fiction. Faisons dans la science-fiction. Supposons que demain, Ford quitte le pouvoir et qu'on installe un régime démocratique au Togo. Et que le président qui vient au Togo demain, il commence par faire des erreurs et que l'armée se lève et le renverse. Vous allez applaudir ça? C'est une question que je pose à tous ceux qui me suivent ici. Supposons que demain, Ford Nassibé quitte le pouvoir, nous mettons un civil, un démocrate, et il commence par mal gouverner, et que les militaires sortent pour le renverser. Vous allez applaudir ça? Vous allez applaudir ça? Regardez tous ceux qui depuis le matin ont applaudi les histoires de coup d'État lobé. Ni TV, les réseaux là, c'est eux qui ont commencé par applaudir. Vous pensez que c'est gratuit qu'ils font ça? En 90, quand Kofi Gouwa a été choisi Premier ministre, quand les militaires sont partis l'attaquer, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils ne gouvernaient pas bien le pays, qu'ils manquaient de respect. Ils faisaient ceci. Ils ont toujours des arguments pour faire des choses comme ça. Donc, sachez que et Soladi va rattraper. Parce que le grand problème qu'on va avoir demain, quand les Nassibé ne seront pas là, c'est l'armée togolaise. C'est cette armée que vous voyez là. C'est sa réforme qui sera la plus difficile. L'armée togolaise que vous voyez là, qui est totalement communautarisée. C'est sa réforme demain par le pouvoir civil qui sera très difficile. Et donc, dans cette réforme-là, les militaires seront tentés, certains conservateurs, de rebondir et de remettre en cause les institutions. Donc, ce que vous défendez aujourd'hui ailleurs, ça peut vous rattraper demain dans votre pays. Si demain, on met un pouvoir civil au Togo, les militaires se soumettent aux civils et aux lois de la République. Et s'il y a un problème entre les civils, ça se réglasse entre les civils. Ce n'est pas des militaires qui quittent le front, ils mettent les bérets de merde sur la tête et puis ils viennent dire, ouais, on a fait la télévision, et lui, il n'a même pas encore arrêté le président, il vient dire qu'il a fait un coup d'État. Il n'a pas arrêté le président, comment il s'appelle déjà? Le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Il n'a même pas arrêté le président. Les autres qui ont fait les coups d'État ailleurs, ils ont maîtrisé le président d'abord. Lui n'a même pas arrêté le président, et puis il vient dire, oui, j'ai fait un coup d'État. C'est comme le lieutenant Gabonais qui était sorti sur le truc de Ali Bongo là. Donc c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Depuis 63, Mignan a amené les Kéi Nassimbo, il a amené les Kéi au coup les Nassimbo Benyamia. Mignan. Même à Moko, il a demandé au coup d'État. Et où des cas. Et où des cas. Alors que Améoua, Amébotoa, ils étaient plus gradés que Yadema. Et où des cas. Il a mis sur les Ayadoudouan avec Kakamanekbe. Donc, arrêtez de nous dire des choses comme ça. Talon fait des bêtises, d'accord, mais ça ne mérite pas un coup d'État. Talon fait des bêtises, mais ça ne mérite pas un coup d'État. Je dis et je répète, Talon fait des bêtises, mais ça ne mérite pas un coup d'État. Ça ne justifie pas un coup d'État. Il fait des bêtises, mais ça ne nécessite pas un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, c'est un saut dans le vide. C'est un saut dans l'incertitude. Et la première victime d'un coup d'État, c'est l'armée elle-même. Parce que ceux qui ont pris le dessus vont éliminer ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Et on tombe dans un cycle de violence infernale. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a un coup d'État. Nous, on dit à Nibama, non, inbox, mais on a fait un coup d'État, j'ai rien à foutre de ça. Quels que soient vos arguments, j'ai rien à foutre de ça. La première victime d'un coup d'État, c'est l'armée elle-même. Parce que la faction qui prend le coup d'État élimine la faction qui n'est pas du côté du coup d'État. Et donc, ça saigne. Il y a une purge au fur et à mesure. Et le pays tombe dans l'instabilité. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez vu au Mali, ils sont en train d'arrêter les gens en disant que ouais, ils ont voulu faire coup d'État. C'est comme ça.
Donc, moi, je n'ai pas besoin que mon argument ait l'unanimité de qui que ce soit. Ce sont mes convictions. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu vas développer ta conviction ailleurs. Moi, je ne supporterai pas de coup d'État. Je ne supporterai pas des coups d'État dans un pays où les gens font au moins un pas sur le plan démocratique. Je ne supporterai pas ça. Les apprentis sorciers qui pensent que, bon, dès qu'ils ont un fusil, ils peuvent mettre tout le monde, et c'est pas, ils peuvent mettre tout le monde au garde à vous. Vous ne savez pas ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils peuvent vous faire après. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire sur ce qui s'est passé au Bénin. Et j'invite Talon à tirer les leçons. Si il prend le dessus, ou c'est les autres qui le renversent, ça veut dire que c'est cuit. Mais si c'est lui qui prend le dessus, il faut qu'il tire les leçons de tout ce qu'on lui reproche. D'abord, il n'a qu'à libérer les prisonniers politiques. Il n'a qu'à arrêter son histoire de 7 ans, mandat de 7 ans-là. Il n'a qu'à permettre à l'opposition de participer aux élections. Il n'a qu'à permettre aux exilés de rentrer. Et il n'a qu'à arrêter de s'accaparer de tous les pans de l'économie du Bénin. Sinon, demain, il va perdre tout. Ce qui vient de se passer, c'est un signal, c'est un coup de semonce, c'est une alerte. Il faut qu'il tire les leçons et convoquer des assises nationales pour remettre les choses à plat, pour que l'opposition puisse aller aux élections. Parce que quand toi seul tu manges et que les autres ne mangent pas, c'est là où les gens vont chercher des alliés pour venir te déstabiliser. Quand toi seul tu t'accapares de tout et que les autres n'ont rien, ils vont chercher des alliés pour te déstabiliser. Et c'est ce qui se passe. Donc, si tu arrives à prendre le dessus, il faut ouvrir le pays au jeu démocratique. Tu as déjà fait 10 ans, c'est bon. Tu as choisi un dauphin, c'est bon. Il faut laisser l'opposition compétir aux élections. Laisser tomber les histoires de certificat de conformité, parrainage qui te permet d'éliminer les gens. Ça, ce n'est pas un jeu démocratique. Permettre aux exilés de rentrer. Les agents qui sont dehors, les jeunes, les journalistes, les étudiants, tout ce que tu as arrêté, il faut les libérer. C'est à cette seule condition que tu vas apaiser le Bénin. Mais si tu continues parce que tu penses que tu maintiens le pays, ça va te rattraper le matin. Donc, moi, j'ai fait mon analyse, j'ai fait à charge, j'ai fait à décharge. Ce que Talon a fait de bien, je le dis. Ce qu'il a fait de moins bien, je le dis. Mais, conclusion, moi, je ne supporte pas de coup d'État. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut aller se jeter dans la mer. Moi, je ne supporte pas de coup d'État. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur le cas du Bénin. Et j'espère que... mais vous, les Béninois, il faut vraiment surveiller vos voisins de l'Ouest. Hein. Si vous reprenez le dessus, il faut surveiller vos voisins de l'Ouest. Je vous ai toujours dit ça depuis longtemps. Il faut surveiller vos voisins de l'Ouest. Et il faut aussi comprendre que, je vais terminer par là, que quand vous dites que vous êtes des démocrates et que dans un pays voisin, les gens sont en difficulté, de temps en temps, il faut aussi les aider. Pour que s'il y a une harmonie démocratique autour de vous, vous ne soyez pas en danger. Les Togolais ont beaucoup aidé des gens. Il y a des Togolais qui sont dans l'international socialiste, qui ont beaucoup aidé les gens comme Gbagbo, qui ont beaucoup aidé les gens comme Alpha Condé. Une fois que ces gens sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas aidé les Togolais. Ils se sont plutôt rapprochés d'Aïna Sibé en disant oui, on fait de la réelle politique. Et ces gens-là, ils ont perdu après le pouvoir. C'est après qu'ils ont perdu le pouvoir qu'ils ont commencé par regretter. Je connais des Togolais qui ont fait des démarches pour dire à leurs amis, aidez-nous au Togo. Pas forcément pour des moyens subversifs. La lutte a besoin de moyens, d'argent, de tous les gens. Ils n'ont pas voulu, ils se sont plutôt rapprochés d'Aïna Sibé. Mais quand ils étaient tous dans la diaspora, ils étaient ensemble dans la même voiture, ils se retrouvaient dans la même conférence. Parfois, c'est les Togolais même qui faisaient à manger aux autres. Les Alpha Condé, vous voyez, les Gbagbo, tout ça. Une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont abandonné les Togolais. Et nous, on dit, tout le monde a dit, à mêler comme les Togolais. Alpha Condé, écoute, on a diaspora ensemble, international socialiste, on nous la barricade, on a roulé carré. Que va du président, on peut les Togolais tirer. Au contraire, quand le dialogue est arrivé, il a pris le parti de Fonya Sibé contre les Togolais. Après, il a été renversé. Gbagbo, en 2010, quand Fort a fraudé les élections, il est venu, il a embrassé Fort. Tout le monde a vu. Alors que Gbagbo et Ninevi étaient des amis, Gbagbo venait au siège de la CDP là-bas sur le boulevard. Mais dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont dit oui, nous on fait de la réelle politique. Ils ont même dit aux gens, au lieu de combattre les Nyasibé, on va négocier avec les Nyasibé, vous allez aller au gouvernement. On va les tonomer, il y a pas Nyasibé, nous, au gouvernement. Eux, ils n'ont pas dit qu'ils vont donner les moyens pour que les autres gagnent les Nyasibé. Ils vont les aider. Bon, non, le gouvernement. Il y a plein de grands frères qui sont là, qui peuvent témoigner. MOC, tout ça, les grands frères sont là, ils vont vous témoigner le travail qu'ils ont fait avec les Gbagbo, les Alpha Condé. Mais quand eux sont arrivés au pouvoir pour aider les Togolais, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Donc, et il faut qu'on laisse tomber nos émotions. Parce qu'il y a une génération de jeunes qui sont nés en 90, ils pensent découvrir les militaires avec des fusils. Vous pensez découvrir les militaires avec des fusils? Vous pensez découvrir les militaires avec des fusils qui prennent le pouvoir? Ils ont toujours fait ça tout le temps. Ils ont fait ça tout le temps. Et ils ont toujours des arguments pour justifier ça. Impérialisme, machin, le pays est bien, la lutte contre la corruption. Ils ont toujours des arguments. Et il y a des gens qui nous a servi l'impérialisme au Togo en nous demandant de changer même de nom, d'habillement. C'est arrivé où? C'est allé où? Après lui-même, c'est énormément enrichi. Et quand il est mort, ce sont ses amis occidentaux qui ont imposé son fils au prix de 500 morts. Vous aimez la propagande? Allez, merci à la technique. On va passer à autre chose. Voilà ce que moi j'ai dit sur le Bénin. Moi, je ne demande pas à quelqu'un de venir m'applaudir. Ça, c'est mes convictions. C'est mon analyse. Que cela vous plaise, que cela vous déplaise. Ce matin, je me suis querellé avec plein de camarades togolais comme béninois. Les gens disent non, que Talon est pire que fort. J'ai dit non. Ça ne mérite pas un coup d'État. Ça ne mérite pas un coup d'État. Même s'il fait des bêtises, ça ne mérite pas un coup d'État. On peut régler ça sans faire un coup d'État. C'est ça la réalité. Je me suis querellé ce matin, depuis le matin avec des amis togolais comme béninois. Non, j'ai applaudi, oui, c'est ça. Le seul, l'un des
voisin que cette situation arrange, c'est celui qui est à l'ouest là-bas, que vous dites vous combattez. Et puis il y a tout le temps pour les diaspora, que vous n'y mettez, il y a rien. Il y a mis un avion, il y a des nous, il y a tout, il y a un sur la écoute moi, les talons, nous les fous. Amoko Java, peut-être on l'a comme ça dans l'homme. Il casse les pas. Au moins lui vous garantit ça pour le moment. Il va prendre les parents les fous, il va dire les fous, on est là dans l'homme. L'homme il va te yo. Vous avez participer. On l'a comme ils sont dans l'homme. Minya avec les goûts de ménage Java. Minya avec les goûts de ménage. Mais non participer parce que je sais pas, qu'est-ce qu'on a dit? Le cafard quoi qui déteste quoi et puis on a appelé les là, on a ramassé tout le monde est mort. Mais non participer. Bon, mais écoutez, tu as dans le Bénin. Voilà, il doit avion, Bénin mina. Tu m'as me retourné et pas de mémoire il a nommé. Mais il dit il a nommé là au parlo. Ne talon hein, tiens on a barabara on là comme vous la Bénin. Il dit tu me mets dans la Côte d'Ivoire. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Je ne demande à personne de me comprendre. Si tu es partisan d'un coup d'État, tu peux aller créer ton syndicat. Moi, je ne suis pas un partisan de coup d'État. Donc, ne venez pas me donner des leçons ici. Si tu es partisan d'un coup d'État, va créer ton syndicat de faiseurs de coup d'État et vous allez être ensemble. Moi, je suis fondamentalement pour des institutions démocratiques. Je ne peux pas supporter des choses aujourd'hui qui vont nous rattraper au Togo dans 10 ans, dans 20 ans. Parce que nous avons une armée au Togo à discipliner demain, à gérer demain. Et cette armée-là, elle sera le problème du pays demain. Et ces militaires-là, ils peuvent sortir à tout moment contre le régime qui sera là demain. Vous n'êtes pas dans l'anticipation, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes dans l'émotion. Celui qui fait un coup d'État dans un pays où il y a les institutions démocratiques, il mérite la peine de mort. Il faut mettre ça dans une constitution. Et on saisit, c'est bien. C'est ça la réalité. Les Sud-Américains, là, ils ont passé toute leur vie à faire les coups d'État. Hein. Maintenant, ils ont fermé la page des coups d'État. Les Sud-Asiatiques, ils ont passé toute leur vie à faire des coups d'État. Mais ils ont fermé la page des coups d'État. Ils sont dans le développement. Merci. On va parler de... Voilà notre sujet. Le sommet de Lomé, panafricanisme. Voilà notre sujet. Sur lequel je n'ai jamais été d'accord avec des gens. Et j'ai eu tellement d'insultes. Mais aujourd'hui, je me réjouis d'avoir été en avance sur la plupart des gens. Plusieurs fois, je vous ai répété ici que moi, je ne suis pas panafricain. Je suis patriote. Parce que ce que nous appelons panafricanisme aujourd'hui a été dévié de sa vocation première et est pris en otage par des commerçants. Quand j'ai dit ça, les gens m'ont insulté. Il y a un vendu, ainsi, un ça, ainsi, un ça. Et plusieurs fois, je vous ai dit, cette histoire de panafricanisme, c'est le fantasme des élites. Et je vais partir du simple pour arriver au plus compliqué. C'est quoi le panafricanisme? C'est quoi le panafricanisme? De façon basique. Dans les commentaires, c'est quoi le panafricanisme? De façon basique. C'est quoi le panafricanisme de façon basique? Solidarité entre les peuples, promotion de la culture, le droit des peuples à disposer, des peuples noirs à disposer d'eux-mêmes, à disposer de leurs ressources et tout ça. Mais nous parlons de panafricanisme, c'est-à-dire nous voulons unir l'Afrique, nous voulons être solidaires en Afrique. Est-ce que dans nos petits pays là, nous sommes déjà solidaires? Dans nos petits pays, dans nos enclos, ce que nous appelons enclos coloniaux là, nous sommes déjà solidaires? Est-ce qu'en 60 ans, nous avons réussi à construire des nations avec un destin commun? Quand nous raisonnons au Togo, on raisonne en ethnie, on raisonne en clan, on raisonne en communauté, on raisonne en religion. Même les ethnies dans lesquelles les gens parlent les mêmes langues, ils ont des problèmes à s'unir. On connaît les problèmes entre les Guins et les Wati. Ça existe toujours. On connaît les problèmes entre les Wati et les Évé. Ça existe toujours. On connaît les problèmes entre les Évé, les Fonds, tout ça, ça existe toujours. On connaît les problèmes entre les Tem et les Kadies, ça existe. En 60 ans, nous n'avons pas réussi à construire une nation, à poser les bases d'une nation. Et nous voulons sortir de ce petit espace-là pour aller unir un espace plus grand, où les entités sont encore plus complexes. C'est pour toutes ces raisons que je vous dis, moi je ne suis pas dans ces histoires qui nous font dépenser des énergies pour rien. Je suis patriote. Nous devons d'abord construire la nation togolaise. Une fois qu'on aura construit la nation togolaise avec un idéal commun, on peut se projeter sur la région. Mais chez nous au Togo, même dans certains villages, même dans certaines localités, les gens te disent, nous avons toutes ces réalités-là. Mais c'est parce que nous sommes des hypocrites. Nous, les Noirs, on est des hypocrites. Qu'on cache tout ça pour faire croire que, oui, ce sont les autres qui sont les problèmes. Je connais des villages au Togo, 2 villages collés, qui ne se parlent pas au Togo, mais ils parlent la même langue, ils ont la même culture. 2 villages collés au Togo. Quand on a voulu implanter le CG, tel village dit, si on implante le CG ici, nos enfants n'iront pas là-bas. Tel village dit, si c'est là-bas, nos enfants ne viendront pas. On a été obligé de planter le CG au milieu des 2 villages. Ça se passe chez nous. Ça se passe chez nous. Mais on prend un drap blanc, on couvre ça, et on vient donner des leçons aux gens.
C'est pour ça que moi, je vous ai dit, je ne suis pas dans ces histoires-là. Moi, je suis patriote. C'est le Togo qui m'importe. Si quelqu'un a la force de quitter le Togo pour aller lutter pour l'Afrique, c'est son problème. Moi, c'est le Togo qui m'importe. Et je vous avais mis en garde contre les nouveaux panafricains, qui sont en fait des businessmen, qui vont vous trahir. Vous m'avez insulté. Vous n'avez même pas pris le temps de voir le parcours des gens, de les analyser, de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait. Nkrumah était panafricaniste. Il a toujours été célébré, hein, en grand panafricaniste, Nkrumah. Mais Nkrumah est l'un des présidents qui a créé tout le problème à Sylvain Sonipio. Vous le savez, non? Est-ce que vous savez ça? Nkrumah est un très grand panafricaniste qui a toujours célébré. Mais c'est celui-là qui a le plus créé des problèmes à Sylvain Sonipio. Même avec la mort de Sylvain Sonipio, il s'est réjoui. Mais c'est celui comme le plus grand panafricaniste. Ça n'a pas empêché son panafricanisme de nous arracher le Togo britannique par des élections fructueuses. Nkrumah panafricain, le panafricanisme n'a pas empêché Nkrumah de nous arracher le Togo britannique avec des élections fructueuses. Ou vous ne le savez pas. La Volta dit. Et rapidement, il a mis le barrage d'Akosombo pour prendre tout ça. Mais c'est lui, c'est le plus grand panafricaniste. Donc, amour, le sort concept, le Dangberou, la Migiré, faites votre propre analyse. Aujourd'hui, les masques ont commencé par tomber pour certains. Et tout le monde commence par tomber dedans. Les gens s'étonnent, alors qu'on vous avait prévenu. Mais ce qui me réjouit, c'est que quand tu fais des bêtises, quand tu es fou là, le Togo est le terminus des gens. Quand tu es quelqu'un et que tu fais des magouilles là, dès que tu te mêles de l'histoire du Togo, c'est que c'est ta fin. Et c'est ce qui commence par arriver à certains. C'est leur chute. Parce que les Togolais sont un peu plus ou moins purs. Les Togolais ont tellement souffert. Les Togolais luttent en toute sincérité. Ils sont honnêtes. Ils se battent contre un régime sans moyens depuis 60 ans. Mais quand quelqu'un veut venir faire son business sur le dos des Togolais, la personne a tout le malheur en chemin. Et c'est ce qui est en train d'arriver à ces gens-là. En 2005, tous ceux qui se sont mêlés de l'affaire du Togo pour aider Fara à prendre le pouvoir, en dehors de Bassanjo, les Tandja Mamadou, comment ils ont fini? Tandja Mamadou, comment il a fini? Il y a lui, il y a, je ne sais même plus qui, il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres. Après, vous avez tous ceux qui se sont mêlés de l'histoire du Togo, vous savez comment ils ont fini? Les Togolais, ils n'ont pas de... C'est des gens qui sont honnêtes. Même si, voilà, chaque communauté a des problèmes. Mais les Togolais, c'est des gens qui sont purs. Mais quand ils veulent s'organiser contre toi, mais ils avancent comme des fourmis. Et c'est ce qui est en train d'arriver à ces panafricanistes aujourd'hui. Les Togolais sont en train de les limer un à un. Et c'est le terminus de leur business. C'est au Togo que leur business va prendre fin. Alpha Condé, qui a comploté contre le Togo, comment il est tombé? Comment il est tombé? Ils sont pleins, je peux vous citer. Les Riki Amadougou, qui sont venus supporter Fonia Sibé contre nous. Les joueurs Laïvo, les Béninois qui sont en prison là, dont nous disons tous de les libérer. C'est des gens qui sont venus supporter la dictature au Togo contre les Togolais. On a vu comment ils ont fini. Et c'est comme ça que ces gens-là, ils vont finir. Laissez-les aller à Lomé, laissez-les assumer leur choix, mais vous devez comprendre qu'ils ne seront plus jamais crédibles sur le continent africain. Ne les dissuadez pas d'aller à Lomé, ne les interpellez pas, laissez-les plutôt faire tomber le masque. Une fois qu'ils seront à Lomé, tout le monde va tirer les conclusions qui sont allés à Lomé, et c'est fini. Mais Tati, on est Lomé. Nous, on va vous promettre, peut-être on va et vous avez dit, à Lomé. Je connaissais les gens à Lomé. On a journalisme, il y a mis des salariés de journaux. On s'en a d'abord à mon comité dénoncé de loin. Bon, il est grand panafricaniste. Oh, on a Western Union tout le temps. On peut la journal quand il y a un jour quelqu'un me l'a dit. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, c'est le plus grand combattant, on leur envoie de l'argent. J'ai dit, ah bon? Après, beaucoup me disent, Amimou. Amimou, il me fait quoi avec parcours? C'était des faux depuis le départ. Est-ce que vous, les Togolais qui me suivez ici, là, vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi c'est seulement les Camerounais qui s'acharnent sur l'Afrique de l'Ouest? C'est quoi leur agenda? Vous vous êtes posé la question, vous les Togolais qui me suivez ici, et peut-être au-delà des Togolais, pourquoi c'est seulement les Camerounais qui s'acharnent sur l'Afrique de l'Ouest? C'est quoi leur objectif? C'est quoi leur plan? Pourquoi ces gens-là, ils s'occupent jamais de l'Afrique centrale où il y a des présidents de 80 ans, 70 ans qui font 40 ans au pouvoir? La moyenne du pouvoir en Afrique centrale, c'est 35 ans. Pourquoi c'est les Camerounais qui s'acharnent sur l'Afrique de l'Ouest? Nous, quand ils même posé question de bien pas. Même quand ils ont une télévision au Cameroun là-bas, c'est sur l'Afrique de l'Ouest qu'ils font les débats, qu'ils font les émissions. Pourquoi vous ne vous êtes jamais posé cette question? Mais ils sont des cas. Pourquoi c'est l'Afrique de l'Ouest qui est leur champ de prédilection? Et ça dit que nous sommes suffisamment des toqués, des idiots qui viennent nous manipuler chez nous, semer la cisanie chez nous, supporter les choses chez nous. Et nous les suivons. Nous les suivons. Mais ces gens-là, vous allez voir certains, ils sont tous des soutiens de Paul Biya. Ils sont tous des soutiens de Paul Biya. Quand Maurice Kamto était candidat, certains l'ont dénoncé. Ceux qui viennent à Lomé là, certains ont dit oui. Oh non, Maurice Kamto ne peut pas diriger le Cameroun. Parce que derrière leur panafricanisme, il y a le tribalisme. Parce que pour eux, Maurice Kamto, c'est un Bamileke. Et eux, ils sont proches de Biya. Donc, ils ont dénoncé Maurice Kamto. Aujourd'hui, que Maurice Kamto n'est pas aux élections, Chiroma est allé. Ils disent oui, Chiroma, c'est un gars du Nord. Il a fait le régime. Il ne peut pas prendre la suite de Paul Biya. C'est le tribalisme. Donc, ces gens qui vous vendent le panafricanisme, dans leur pays, ils sont derrière les ethnies. Ils sont dans le communautarisme. Mais ils vous disent qu'ils sont dans le panafricanisme parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont trouvé un filon pour se faire de l'argent. Et vous les suivez. Vous les suivez. Vous les suivez. Écoutez leurs analyses. Toutes leurs analyses supportent Paul Biya. Ils ne sont pas favorables aux opposants. Parce que derrière, il y a une dimension communautariste, ethnique. Mais c'est des gens qui disent qu'ils sont des panafricanistes.
très très attention à ces concepts-là qui sont galvaudés aujourd'hui, que les gens manipulent comme des couteaux à double tranchant et qu'ils utilisent contre nos propres intérêts. Moi, je sais que les gens m'ont insulté, ils ont raconté tout. Moi, j'ai dit, oh, le temps viendra. L'ennemi du populisme, c'est le temps. Le temps viendra. Chacun sera mis à sa place. Ce n'est pas encore fini. D'autres personnes vont sortir, vous allez voir. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu dire sur le panafricanisme. Et je ne reviendrai plus parce que j'ai rien à foutre de ça. Ce qui m'importe, c'est le Togo. Moi, je suis patriote. Je n'aime pas le nationalisme parce que ça a une autre connotation, mais je suis fondamentalement patriote. C'est le Togo qui passe avant tout. C'est le Togo qui passe avant tout. La manière dont les autres se battent pour développer leur pays, c'est comme ça que nous devons nous battre aussi pour développer notre pays. C'est ça la réalité. C'est ça. C'est mon pays qui passe avant tout. Parce que c'est le seul que j'ai. Maintenant qu'on décide d'arracher les nationalités aux gens dans les autres pays, les gens commencent à réfléchir. Alors, pour la marche de demain, il paraît que Lomé est totalement quadrillé par des militaires un peu partout. On a fait rentrer on a fait venir beaucoup de militaires. Partout, il y a des militaires. Et depuis avant-hier, les camps sont consignés jusqu'au 15 décembre. Donc, ils ont consigné toutes les casernes jusqu'au 15 décembre parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils sont aussi dans l'incertitude comme nous. Et je vous avais dit que la seule chose qui reste à Fort-Gnassingbé, c'est l'armée. En tout cas, la portion de l'armée qui le soutient. La seule chose à laquelle il s'adosse, c'est l'armée. C'est pour ça que je suis intransigeant sur la question des militaires. La seule chose qui importe à Fort-Gnassingbé, c'est l'armée. Donc, il a déployé l'armée partout. Les militaires sont partout. À Goué, tout ça, ils ont creusé des tranchées vers le Ghana, un peu partout. Et il y a de plus en plus d'informations que nous allons prendre le temps de vérifier, mais qui indiquent que parmi les militaires qui participent à la répression, il y a des étrangers. On attend de collecter des preuves. Mais il y a de plus en plus d'informations, de faisceaux d'informations, d'indicateurs assez précis qu'il y a des étrangers qui sont mêlés à l'armée togolaise, en tout cas dans certaines unités, et c'est eux qui participent à la répression. Il faut qu'on fasse tout pour collecter des documents qui attestent que ces genres de personnes sont vraiment sur notre territoire. Et si c'est le cas, Fort-Gnassingbé, il en aura pour longtemps avec la justice. Parce que tu ne peux pas faire venir des étrangers pour venir réprimer ton propre peuple, alors que tu as fait le serment de protéger ton peuple. Il y a un étudiant tchadien qui nous a raconté une fois qu'il avait été appréhendé dans une patrouille et que dans cette patrouille-là, quelqu'un, quand on a vu que c'est sa carte, on l'a amené devant le véhicule dans lequel il y avait le chef et quelqu'un lui a parlé leur langue. Et l'étudiant était surpris. Mais lorsqu'on a appris ça, on a minimisé. On a fait comme si on a minimisé ça. Donc, il faut que, même dans l'armée togolaise, les militaires qui sont des patriotes, si vous avez des informations de ce genre, essayez de me les remonter. Pour qu'on sache s'il y a des étrangers qui sont incorporés dans certaines unités de l'armée togolaise pour réprimer les Togolais. Pour le moment, on n'a pas des éléments factuels pour l'attester. C'est des allégations, mais il faut qu'on continue d'investiguer là-dessus. Donc, voilà, la seule chose qui reste à Fort, c'est d'utiliser l'armée pour intimider son peuple. Et c'est ce qu'ils comptent faire à partir de ce soir jusqu'à demain. Ils ont quadrillé la ville, ils ont les militaires partout, puisqu'ils ont cassé beaucoup d'étalages ces derniers temps. Ils se disent que les gens sont en colère, les gens vont rejoindre la rue. Qu'est-ce qui différencie l'incendie des marchés à tout ce qu'ils ont cassé ces derniers jours? Qu'est-ce qui différencie l'incendie des marchés et ce qu'ils ont cassé ces derniers jours? Ça revient à la même chose. Précariser les gens, affaiblir la puissance financière des gens, rendre les gens pauvres. C'est ça la réalité. Donc, la balle est dans le camp des Togolais eux-mêmes. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez de votre pays. Si vous voulez que le pays soit dans cet état, vous êtes libre de rester chez vous. Il semble qu'il y a des hélicoptères qui circulent, qui sont un peu partout. Mais la première des choses, c'est de dire, avec le mot d'ordre du M66, il faudra débarquer toutes les casernes à Lomé. Il a mis les militaires dans les casernes. Il a comment j'ai dit ça tout à l'heure? Il a fermé les casernes. Et voilà, il a consigné les casernes. Ça veut dire que le mot d'ordre de nos frères qui appellent les Togolais à manifester a quand même un effet déjà. C'est déjà ça. Parce que cette bataille-là, elle est aussi psychologique. Elle est psychologique aussi. Donc, moi, la seule chose que je peux dire, voilà, la balle est dans le camp des Togolais, c'est à eux de voir. Il semble que des militaires sont partout, ils sont aussi en civil, il y a des hélicoptères qui sillonnent la ville, tout ça, c'est à des fins d'intimidation. Bientôt, la Kwebina, Milato, soit le Matoma. Bien mon collègue à Simia, mais tu n'avais fait ça. Bien mon collègue à Simé, soit, mais tu n'avais fait ça. Fermez vos boutiques. Minarobé, parce que nous avons confiance, ni tout cas, les films, on a été balle perdue. On a été mal léo, qui est oublié manifestation de Pépémo. On a été Mapo, on a été Matano. On a été Wambarbarako. Minarobé. Les tu n'avais fait ça. Les manifestations, on va y voir. C'est vrai qu'on est en décembre, tout est important pour vous, mais la liberté a aussi un prix. Que les gens sortent demain, que les gens ne sortent pas, le plus important, c'est qu'on sent que le peuple togolais est mobilisé. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de Togolais qui sont en colère, qui décident d'exprimer leur colère. Ça, c'est déjà un avantage. Voilà ce que moi j'ai à dire sur la marche de demain. Je vais aller rapidement pour terminer. Maintenant, on va parler du discours de Fort-Gnassingbé. Il est quelle heure? Je pense que pas que j'ai suffisamment de temps. Voilà, on va parler du discours de Fort-Gnassingbé.
Je vais continuer sur la forme avant d'arriver sur le fond. Alors, la dernière fois, Faure Gnassingbé s'est rendu au Parlement pour s'exprimer devant le Parlement et le Sénat réunis, devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Je reviendrai tout à l'heure sur l'opportunité de cette intervention. Mais, quand Faure s'est déplacé la dernière fois à l'Assemblée, vous savez ce qui s'est passé? D'abord, je vous ai dit que c'est chez moi que beaucoup de députés et sénateurs ont appris que Faure vient devant l'Assemblée. C'est chez moi qu'ils ont appris ça. Ils n'ont été informés que la veille, certains même le matin. Mais Faure, pour montrer qu'il n'a aucune considération pour les députés, que lui-même il a nommé les sénateurs, quand Faure venait à l'Assemblée nationale, on a interdit à tout le monde de mettre son véhicule à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Tous les députés, ils ont mis un cordon sécuritaire autour de l'Assemblée nationale. Tous les véhicules des députés ont été déviés dans le centre Kadhafi, y compris la voiture du président de l'Assemblée, comment l'appelle-t-on, et c'est dans Classo. Les véhicules des ministres, des députés, du président de l'Assemblée, on les a renvoyés tous dans le centre Kadhafi. Et c'est à partir du centre Kadhafi que chacun a marché pour venir à l'Assemblée nationale. De telle sorte que ce soit le véhicule de Faure Gnassingbé seul qui rentre dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Même le président de l'Assemblée nationale n'a pas eu cette opportunité. Les gens ont marché du centre Kadhafi à l'Assemblée nationale en chuchotant, en bourdonnant, en s'énervant. C'est comme ça qu'ils se sont parlé jusqu'à revenir à l'Assemblée nationale. Il les a envoyés tous là-bas, tous leurs véhicules, y compris même le véhicule du président de l'Assemblée nationale. Ils sont allés là-bas, ils sont sortis de leur véhicule et ils ont marché pour venir à l'Assemblée nationale, sous le soleil. Beaucoup de députés ont poussé des jurons, beaucoup de ministres ont poussé des jurons, et c'est comme ça qu'il les humilie. Donc, lui, il se comporte comme un monarque de droit divin. Quand il arrive quelque part, les autres ne doivent pas exister. Les autres n'ont pas le droit de conduire leur véhicule. Il renvoie tout le monde. Sur la forme, c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, est-ce que vous pensez, ensemble avec vous, que l'exercice que Faure Gnassingbé a fait la dernière fois, est-ce que la Constitution, sa propre Constitution le dit? C'est une question que je vous pose. Est-ce que la Constitution de Faure Gnassingbé de la 5e République l'autorise à aller faire un discours devant le Sénat et l'Assemblée nationale réunie? Parce que je n'ai pas encore vu un seul juriste me dire ça. Est-ce que l'exercice auquel Faure s'est livré, est-ce que ça respecte sa propre Constitution? Technique, il faut remettre la Constitution. Je suis allé chercher les prérogatives du PC et du président dans la Constitution de Faure, qu'il a publié dans le journal officiel le 6 mai 2024, à moins qu'il ait modifié. Alors, dans l'article 42, d'abord, l'article 41, non, article 40, des attributions du président de la République, donc Jean-Lucien Sanvi de Tavé. Le président de la République est le chef de l'État. Il est le symbole de l'unité nationale. Article 41. Le président de la République peut envoyer des messages aux chambres. Donc, les chambres, ça veut dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Article 42. Le président de la République accrédite les ambassadeurs nommés en conseil des ministres. Ça veut dire que si Faure nomme un ambassadeur, c'est le président qui accrédite les ambassadeurs. Il reçoit et accueille formellement les ambassadeurs et envoyés spéciaux acceptés et accrédités par le gouvernement auprès de qui sont dûment autorisés. Maintenant, lisez très bien ici. Le président de la République reçoit au moins 2 fois par an. Écoutez très bien. Le président de la République reçoit au moins 2 fois par an le président du Conseil pour être informé de l'état de la nation et sur un ordre de jour établi par le président du Conseil. Une délégation représentant les chefs traditionnels assiste à l'une de ces 2 rencontres annuelles. Je me répète. Le président de la République reçoit au moins 2 fois par an le président du Conseil pour être informé de l'état de la nation et sur un ordre du jour établi par le président du Conseil. Une délégation représentant les chefs traditionnels assiste à l'une de ces 2 rencontres annuelles. Ensuite, pour Faure Gnassingbé, ce que la Constitution lui permet, le président du Conseil peut soumettre au Sénat, pour un débat sans vote, toute communication sur l'exécution de son programme. Le président du Conseil peut soumettre au Sénat, on n'a pas dit le Sénat et l'Assemblée nationale, donc pas le Congrès. Le président du Conseil peut soumettre au Sénat, pour un débat sans vote, toute communication sur l'exécution de son programme. Ça veut dire que Faure Gnassingbé doit aller devant le Sénat, faire une communication sur le programme de son gouvernement. Il y a un débat, mais il n'y a pas de vote. C'est la seule chose que la Constitution lui permet de faire devant les sénateurs. Il n'est dit nulle part, dans les textes que je viens de voir, que Faure va se mettre devant les députés et les sénateurs réunis pour délivrer un message. La seule institution avec qui ou envers qui Faure Gnassingbé est autorisé à faire 2 fois par an l'état de la nation, c'est le président de la République. Et c'est Faure Gnassingbé lui-même, en tant que président du Conseil, qui fixe l'ordre du jour. Et il est accompagné par des chefs traditionnels qui assistent à l'une de ces réunions. Donc, vous imaginez que ces gars-là, eux-mêmes, ils ont voté une constitution qui sont en train de piétiner comme ils veulent. Parce qu'ils savent que les Togolais ne lisent pas. Ils savent que les gens ne lisent pas. Donc, il n'est dit nulle part dans la constitution de la 5e République que Faure Gnassingbé va réunir les députés
et les sénateurs réunis dans une salle pour leur délivrer un discours. Nulle part. Si quelqu'un a l'article, que la personne passe l'article que je vais voir. Et ça aussi, nos juristes n'ont pas vu ça. Donc, en réalité, Faure se fout de tout le monde. Il fait lui-même ses propres tests. Il ne respecte pas. Il ne respecte pas les tests que le peuple fait. Lui-même, il fait ses propres tests. Il ne respecte pas. Il ne respecte pas. Donc, voilà ce que la Constitution dit. Vous pouvez aller regarder dans la Constitution. La seule chose qu'on autorise Faure à faire, le président du Conseil peut soumettre au Sénat pour un débat sans vote toute communication sur l'exécution de son programme. Article 55. Article 55. C'est ça qui est là. Donc, M. Jean-Lucien Sanvi de Tobé, au lieu d'apparaître 2 fois par semaine pour nous prendre des photos, il faut interpeller Faure Gnassingbé pour qu'il vienne te faire l'état de la nation. Parce que c'est à toi qu'il va parler. Maintenant, s'il veut discuter de son programme de gouvernement, il va au Sénat. Mais là-bas, il y a un débat, mais il n'y a pas de vote. Donc, il y a un débat, ça veut dire qu'on peut l'interroger, mais il n'y a pas de vote. Voilà quelqu'un qui viole sa propre constitution. Il n'en a rien à foutre. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous dire, toujours comme aspect formel de son discours. Maintenant, j'ai fait un petit exercice pour voir d'où vient le discours de Faure Gnassingbé. D'où vient le discours de Faure Gnassingbé? Un instant, je prends un document. J'ai pris le temps de regarder le discours de Faure Gnassingbé. Son discours a été généré à 83% par l'intelligence artificielle et à 17% par un humain. Technique, les statistiques. Le discours de Faure Gnassingbé a été généré à 83% par l'intelligence artificielle et à 17% par un humain. Ça veut dire qu'ils ne se sont même pas foutus de travailler intellectuellement pour écrire un discours. Ils sont allés sur ChatGPT ou je ne sais pas quoi, tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme intelligence artificielle, et ils sont allés faire des trucs. Ça montre quand même une paresse intellectuelle. Donc, 83% de son discours a été généré par l'intelligence artificielle. Et 17% a été rédigé par un humain. Maintenant, dans les 17%, il y a eu un plagiat. Dans les 17%. Et je vais vous dire d'où vient le plagiat tout à l'heure. Dans les 17%, il y a eu des choses qui sont allées chercher. Dans le discours de Jean Moutari, technique. Jean Moutari, c'était le gouverneur du Togo dans les années 40. C'était le commissaire de la République du Togo, Jean Moutari, qui a fait un discours à l'installation de la première assemblée représentative du Togo que le CUT avait remporté. Et donc, les 17% restants, il y a des phrases et des mots qui sont allés chercher dans le discours de Jean Moutari, commissaire de la République française au Togo, discours tenu devant l'Assemblée représentative le 16 décembre 1946. Jean Moutari disait par exemple, il en est de même pour le Togo. Votre avenir social et économique est dans vos mains. Il faudra répéter les mêmes choses. En tout cas, celui qui a écrit son discours. Ce que je vous demande, et à chaque fois au cours de vos travaux, vous aurez besoin de l'administration, vous n'hésitez pas à faire appel à elle. Je vous demande surtout de nous aider à réussir cette chose que tant de gens déclarent impossible. La cession des masses africaines a une saine notion de démocratie, de la justice et de la liberté. Messieurs, votre avenir est entre vos mains. Je vous souhaite de vous réussir, de vous voir réussir. Là-bas, Faure dit, je nous souhaite de nous réussir. Ils ont changé les mots. Donc, je suis parti dans le journal officiel et j'ai vu le discours de Jean Moutari, qui était le commissaire de la République française au Togo, du 16 décembre 1946, et j'ai vu des similitudes dans les 17% de la partie rédigée par l'humain. Je me demande si c'était un historien qui a rédigé le discours de Faure Gnassingbé. De toutes les façons, si c'était un historien, il a fait 83% d'intelligence artificielle, et dans les 17%, il allait copier des phrases dans le discours de Jean Moutari. Du 16 décembre 1946, le jour de l'installation de l'Assemblée représentative du Togo, où il y avait qui était majoritairement acquis au CUT. Donc, il y avait à cette session les Sylvanus Olympio, les Maître Vial, les Attaques Wam-Dessous, les Zakari Louki, les Ali Bodjola, les Clous Gruniski Gérard, M. Thiers, M. Agba, M. Freitas, M. Clou, M. Jean-Lucien Sanvi de Tobé, M. Sylvanus Epifanio Olympio. Donc, voilà. Il y avait également Fior Lawson, 5 doyens d'âge à l'Assemblée représentative. Il y avait le révérend père Rigert et M. Komotan, les 2 plus jeunes qui étaient à l'Assemblée représentative. Donc voilà. Donc, non seulement ils nous pondent un discours qui est généré par l'intelligence artificielle, mais une partie du discours a été copiée dans un vieux discours de 1946. Bon, voilà, quand les gens ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas faire appel à leur intelligence, à leur propre capacité, voilà comment ils vont copier des trucs qu'ils vont servir à leur nation. Donc, voilà ce que j'ai trouvé dans le discours de Faure Gnassingbé. Maintenant, globalement, Faure a tenu son discours et
il nous a fait croire que c'est maintenant que lui vient d'arriver au pouvoir. Comme si les 20 ans qu'il venait de passer étaient, on pouvait les faire passer pour perte et profit. Et pourtant, en 2005, Ford qui nous parle aujourd'hui de développement, de projets qui seront contrôlés, de lutte contre la corruption, de ci et de ça. En 20 ans, il y a eu les plus grands scandales financiers au Togo. Ford n'a jamais arrêté un seul voleur. Aucun. Et il y a des rapports, des institutions que lui-même a mis en place. La Cour des comptes, l'inspection d'État, l'inspection générale des finances, des dossiers à scandale, les routes Lomé-Fogan, les routes à Lédio, les contournements, tout l'argent qui a disparu. Il n'a jamais arrêté un seul voleur. Pendant 20 ans. Aujourd'hui, il vient nous dire que oui, il lutte acharné sur l'affaire contre la corruption. Alors que lui-même, il est le chef de qui couvre cette corruption-là dans le pays. Il nous dit oui, qu'il va parler pour la réconciliation. La réconciliation, aucun Togolais ne doit être laissé sur le carreau. La voix de tout le monde doit compter. Mais il jette les gens en prison. Tous ceux qui donnent un avis contraire à sa gouvernance sont en prison. Même les femmes, il ne leur fait pas cadeau. Son propre frère est en prison depuis 16 ans. Sa famille est totalement, sa famille est totalement explosée. Sa famille est devenue une famille qui a explosé. Il est incapable d'unifier sa famille, d'unir sa famille. Mais il parle de l'unité du Togo. Quelqu'un qui ne peut pas unir sa propre famille, il vient servir l'unité au Togolais. Après, il envoie les gens qui ne sont pas d'accord avec lui en prison. Les Gris Koumaï, les Madame Diakate, les Amavi, tous les prisonniers qui sont en prison. C'est des gens qui ont donné un avis contraire à sa gouvernance. Il les a envoyés en prison. Mais il dit oui, que rien ne sera laissé, le Togolais ne sera, je ne sais pas quoi il a raconté. En plus, il dit oui qu'il y a de gros projets. Mais c'est Ford qui nous a vendu les 20 plus ici. Et je vais vous lire ce que Ford nous a servi comme les 20 plus de 2005. En 2005, Ford nous a vendu 20 plus, les 20 plus. Le premier point des 20 plus, c'est plus pour la réconciliation et l'unité. Le Togo doit se réconcilier avec lui-même. Il doit accepter ses différences, mais renforcer son unité. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Après 20 ans, le Togo est-il uni? Y a-t-il une unité au Togo? À chacun d'apprécier. Deuxième point, plus pour le rayonnement à l'international. J'associerai l'ensemble de la société togolaise à la définition de notre politique étrangère. Pour le moment, sa politique étrangère, c'est lui et son ministre qui la font. Nous, on ne sait pas ce qu'ils font. Plus pour la sécurité, je renforcerai les relations entre le peuple togolais et ses forces armées et de sécurité. Voilà les militaires qui frappent les gens tous les jours. À la moindre manifestation, les militaires frappent les civils, frappent les femmes, frappent les enfants, tuent les enfants de 12 ans. Ça, c'est le troisième point des 20 plus. Plus pour la démocratie. Ah voilà, le point 4 des 20 plus de fort. Je poursuivrai la marche du Togo vers la démocratie et l'état de droit. J'organiserai des élections législatives libres et transparentes. Je donnerai une place prépondérante à la société civile dans le dialogue social. Je mettrai en place le Sénat pour assurer la meilleure représentation des forces régionales et des élites religieuses, traditionnelles et syndicales. Nada. C'est vrai qu'à la fin des 20 ans, il a mis un Sénat grabataire en place qui ressemble à une maison de retraite. Plus pour la justice. Les Togolais ont le droit à une justice transparente, indépendante et sûre. Vous, les Togolais qui m'écoutez, vous avez une justice indépendante, transparente et sûre, avec tous les problèmes de terrain, les juges, les avocats, tous les gens qui sont en prison avec le procureur qui envoie les gens en prison. C'est le numéro 5. Le 6, plus pour les libertés. Un code des libertés publiques sera élaboré pour assurer l'expansion des principales libertés. Association, information, réunion. Un code des droits et devoirs des citoyens délimitera strictement la possibilité d'intervention des agents de l'État dans la vie des citoyens. Aujourd'hui, Ford Gnassingbé nous écoute. Il écoute les téléphones des gens. Il rentre dans les domiciles privés. Ils arrêtent les gens. Ils fouillent les téléphones des gens. Ça dit, le mec, c'est un bipolaire. Tout ce qu'il dit, il fait son contraire. Nous sommes dans les 20 plus de 2005. Numéro 7. Plus pour la bonne gouvernance et la fonction publique. J'assurerai le paiement des arriérés de pension aux agents permanents. J'assurerai la régularité des salaires. Une évaluation du travail de chaque administration sera régulièrement accomplie avec le concours des fonctionnaires. Dans chaque administration, un délégué du médiateur recevra les plaintes des citoyens et devra remédier aux manquements constatés. Vous avez l'impression que votre administration fonctionne? Que vous avez une administration efficace? Voilà. Il dit, numéro 8, plus pour la société civile. J'accorderai une place prépondérante à la société civile dans le dialogue social. Nada. Il dit, l'éducation sera notre priorité. Les meilleures conditions seront créées pour l'éducation des jeunes. 5000 classes nouvelles, avec les équipements appropriés, seront créées en 5 ans. 5000 classes nouvelles. Un grand lycée scientifique sera créé. Les universités de Kara et de Lomé seront développées. J'améliorerai les conditions de vie des étudiants et je développerai l'accès à tous à l'Internet. Pao. Nada. Les salles de classe sont comme des poubelles. Les écoles d'initiative locale, donc les édiles, seront transformées en écoles publiques par un statut particulier. Les enseignants auxiliaires seront intégrés dans le corps des enseignants de l'administration. Je ferai attribuer par le ministre de l'Enseignement des bourses présidentielles d'excellence. Vous avez des bourses d'excellence? Une aide au premier logement sera instituée sous forme de micro-garantie de l'État. Vous avez des aides au logement au Togo? Une aide au premier emploi des jeunes sera instituée sous forme d'exonération sociale. Pao. Plus pour les femmes. J'accroîtrai la responsabilité des femmes dans la vie politique, professionnelle et sociale. Je favoriserai la protection de l'intégrité physique et morale des femmes pour qu'elles puissent s'épanouir sans contrainte. Je prends la deuxième portion. Je favoriserai la protection de l'intégrité physique et morale des femmes. Grace Koumaï est en prison, à ma vie aussi. J'espère qu'ils sont les exemples vivants de cette protection de l'intégrité physique et morale des femmes par fort. Après, pour l'accroissement des responsabilités des femmes dans la vie publique, ça, il a réussi ça. Mais avec tout le monde sait ce qu'il y a derrière. Plus pour les retraites, j'assurerai le paiement des arriérés de pension. J'assurerai la régularité des pensions. Je favoriserai les efforts de solidarité pour le troisième âge. Je ne sais pas s'il a réussi. Plus pour la liberté de création. Les entreprises jouent un rôle important dans la création d'emplois. Je supprimerai toutes les autorisations administratives préalables à la création des entreprises. Un facilitateur pourra être saisi en cas de difficulté opposée aux entrepreneurs. Aujourd'hui, les entreprises ferment. Voilà. Plus pour la ville.
Je nommerai un ministre chargé de mettre en place une politique de la ville et d'amélioration du cadre de vie, assainissement des villes, notamment Lomé. Logement pour tous. Vous avez les logements Lomé? Voilà. Ici, c'est encore un très bon truc. Je ferai construire des maisons à bon marché pour faciliter le logement des jeunes accédant à la vie active et de tous ceux qui ont besoin de se loger dans les meilleures conditions. Je ferai construire des maisons à bon marché pour faciliter le logement des jeunes. Vous avez les logements des jeunes au Togo? Bravo. Ça, c'est aussi un bon truc. Dans le cadre d'une politique des grands travaux, un appel sera adressé aux pays enclavés pour mettre en chantier une autoroute appelée Fleuve de l'Espérance, allant de Lomé à la frontière nord. Ce projet va créer 100 000 emplois en 5 ans, offrira un moyen de transport efficace et sera le vecteur de notre intégration régionale. Je répète. Dans le cadre d'une politique des grands travaux, un appel sera adressé aux pays enclavés pour mettre en chantier une autoroute appelée Fleuve de l'Espérance, allant de Lomé à la frontière nord. Ce projet créera 100 000 emplois en 5 ans. 20 ans après, on n'a même pas le début de l'autoroute. Il est toujours en étude de faisabilité. Il n'a pas encore fini les études. 20 ans après, il nous a dit qu'en 5 ans, il va faire l'autoroute, ça va créer 100 000 emplois. 20 ans après, on ne connaît même pas le début de l'autoroute, ni sa fin. Ça n'a pas existé. Donc, il y a plein de trucs qu'il a raconté, dans les 20+. Et donc, quand les 20+, merci beaucoup, quand les 20+ sont passés, voilà, il a dit aussi ceci, le 16, il dit, le sport sera popularisé avec la construction et l'aménagement de 1000 terrains de jeu de football. Écoutez très bien. Le sport sera popularisé avec la construction et l'aménagement de 1000 terrains de jeu. Il a déjà construit combien de terrains déjà? 1000 terrains de jeu. Il dit, je vais faire construire 10 hôtels de classe internationale. 10 hôtels de classe internationale au Togo. Il en a construit combien? Il dit, je vais construire 10 hôtels. 10 hôtels de classe internationale. Même l'hôtel de la paix qui est là-bas, il n'a même pas réussi à rénover ça. Il a dit qu'il va rénover les rails et tout ça. Donc ça, c'est les 20+ d'efforts. Comme moi, je suis un très bon archiviste, je suis parti les retrouver. Maintenant, 5 ans après, il a ressorti un autre document pour dire le changement dans la continuité. Je ne peux pas le projeter ici. Il a encore aligné un tas de promesses, des trucs bidons. Quand les 5 ans sont passés, il a sorti maintenant le DRSP, le D quoi, tout ce qu'il a raconté là. Il a sorti ça. Après ça, maintenant, il a sorti PND. PND, ils ont amené les gens, les Domis Foscal, les Tony Blair, les Carlos Lopez. Ces gens-là, ils ont rédigé le PND à 10 millions d'euros. Ils ont payé 10 millions d'euros pour rédiger le PND. Quand ils ont fini de rédiger le PND, ils ont dansé, le Togo, c'est fini, le problème est réglé. 3 ans après, le PND est tombé dans l'eau. Beau. Ça a été remplacé par vision, feuille de route gouvernementale. Ensuite, il y a eu vision 2030. Après, il y a eu feuille de route. Donc, le PND est devenu feuille de route gouvernementale. Sachant que le vent peut emporter une feuille à tout moment, là aussi, ce n'est que des promesses. Et après avoir fait tout ça, il vient maintenant nous dire, 20 ans après, que lui, il a de l'ambition pour le Togo, qu'il va construire des projets, qu'il va faire ci, que les projets seront surveillés, les ministres seront surveillés, on va faire quoi. S'il y a un dieu dans la mythologie grecque qui s'occupe de la mythomanie, c'est fort qu'il y a ce trophée-là. S'il y a un dieu dans la mythologie grecque ou même égyptienne qui s'occupe de la mythomanie, c'est fort qui incarne ce dieu-là. 0. Je parle des faits. C'est factuel. Je n'invente rien. Je suis journaliste. Je parle des faits. Il a dit qu'il va construire 1000 terrains de jeu. Il n'en a pas construit 2. Il a dit qu'il va construire une autoroute appelée Fleuve de l'Espérance qui va générer en 5 ans 100 000 emplois. On n'a pas vu le début de l'autoroute. Pour aller à Davier, de Lomé à Thiviers, c'est la croix de la bannière. Il n'y a pas de route. C'est sur les faits. Un journaliste parle des faits. C'est lui-même. C'est ses propres déclarations qu'on prend contre lui. Donc, quelqu'un qui n'a tenu aucune de ses promesses en 20 ans. Et après 20 ans, il vient maintenant vous dire, c'est maintenant que je vais travailler. Et vous êtes prêts à l'applaudir. Attends, je ne vais pas prendre votre journée. Vous étiez si nombreux. C'est ce que moi j'ai dit sur le discours de Faure. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà ce que j'ai voulu vous dire. Pour vous dire, quand vous suivez les mythomanes, c'est vous-même qui allez tomber dans les trous. Comme Mme Nakadia lui a le dit, Faure, on peut lui donner même 100 ans. Il ne fera rien. J'ai vu hier un gars de Dapaon, parce qu'au temps de l'ancien ministre, la ministre des Sports, on nous a monté des images qu'il faudra donner l'argent pour rénover le terrain de Dapaon, le terrain de, comment on appelle l'équipe de Dapaon là, Fouadan. Ils nous ont monté des gazons, que le terrain est rénové. C'est juste la pelouse. J'ai vu sur TikTok un gars de Dapaon, il a publié une photo, c'est une vidéo. Les herbes ont tellement poussé sur le terrain que ce sont les animaux qui viennent brouter sur le terrain. Les animaux sont rentrés dans le stade de Dapaon sur la pelouse. J'ai vu un cheval, j'ai vu des moutons qui sont en train de brouter sur le terrain de Dapaon. C'est sur la page d'un gars sur TikTok qui s'appelle pas Combatté. Il a fait une vidéo. C'est les moutons et les chevaux qui sont sur le terrain en train de brouter. Donc, Faure a dit, en 5 ans, il va construire 1000 terrains de jeu. Il n'en a pas construit un seul. Le terrain de sa propre ville, Asco de Kara, il est en l'état tel que Améi, l'ancien préfet, l'avait construit. Le terrain de Asco de Kara, dans la ville du président, il est toujours comme Améi, le général Améi, quand il était préfet dans les années 60, combien avait construit ce terrain-là.
C'est seulement le gazon synthétique que la fédération est partie mettre sur ce terrain. Le terrain de la ville de Kara. Alors, je vous parle, on a pris beaucoup d'argent pour inviter les panafricanistes à Lomé. En tout cas, ceux qui se disent panafricanistes. Billets d'avion garantis, hôtel garanti, chauffeur, voiture, peut-être même prime. Mais il y a depuis une semaine, il n'y a pas l'eau à Pia, chez Fort Nassimé. Depuis une semaine, chez Fort Nassimé, à Pia, il n'y a pas l'eau. Les gens n'ont pas d'eau parce qu'il y a une panne là-bas à Pia. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau depuis une semaine. Les gens vont chercher l'eau dans les puits. Tous les robinets, il n'y a pas l'eau. Parce qu'il y a une machine qui a lâché, qui n'arrive pas à réparer. Actuellement, c'est la débandade au ministère de l'eau. Je ne sais pas qui est là-bas maintenant. Actuellement, c'est qui? C'est Alipu Sénat. Ils sont en train d'appeler les gens de partout. Il n'y a pas l'eau à Kara depuis une semaine. Pas à Kara, à Pia. Je vous parle de Pia, chez Fort Nassimé. Il n'y a pas l'eau. Mais ils ont l'argent pour faire venir les gens Lomé, les habiller, les nourrir, les loger et leur donner des primes pour une conférence qui n'apportera rien au Togo. C'est ça la priorité de Fort Nassimé. Madame Nyakadé a dit, même 100 ans il est au pouvoir, il ne changera pas. Il ne fera rien. Parce qu'il est limité. Il est limité. Avant, il avait encore la force, il était jeune. Maintenant qu'il est beaucoup plus vieux, il a pris de l'âge. Vous voyez comment il est fatigué sur les images. Et qu'il se bat pour se protéger. Parce qu'aujourd'hui, il se protège plus qu'hier. Quelqu'un me dit que Djoumé de Mango n'a même pas un stade au Moloké, ils vont jouer leur match à Kara. Voilà. Djoumé de Mango n'a même pas de stade. Donc aujourd'hui, qu'il est plus vieux, qu'il est beaucoup plus préoccupé par peut-être sa santé, sa sécurité, il ne peut même pas sortir pour regarder les Togolais. Ce n'est pas maintenant qu'il se bat pour se protéger qu'il va développer le pays. Sa priorité aujourd'hui, c'est de sauver sa peau. C'est de se protéger. C'est de s'accrocher au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Donc, ce n'est pas après 20 ans au pouvoir qu'on a des idées révolutionnaires, qu'on veut développer le pays. Ce qu'on n'a pas pu faire en 20 ans, ce n'est pas le reste de ta vie que tu vas le faire. Donc, c'est aux Togolais de prendre leur destinée. C'est aux Togolais de prendre leur responsabilité. Si vous estimez que vous êtes mal gouverné, qu'on vient casser vos marchandises, on casse vos boutiques sans vous prévenir, on n'a pas de solution pour vous, on casse vos baraques, vos conteneurs. C'est votre problème. Les gens qui appellent à manifester là, qui sont dans la diaspora, non, bravo, ils vont dire les doyens. Et les gens du M666, ils ne souffrent pas. Nos doyens, comme les Ali Akondo, les je ne sais pas quoi, les Eloi Koussao, les Tima Belenko, les Raoul Dagba, les Djaba Ben, ce sont pas des gens qui souffrent. Ils sont très bien dans leur ils sont, autant ils sont. Ils ont tout. Ils ont leurs enfants qui font des bonnes études, ils ont tout. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais ils ont quelque chose de commun avec nous, c'est le Togo. Et personne ne peut regarder le Togo dans ce détail sur terre. Zakabango n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il vit certainement bien en Europe. Les Togo c'est pareil, les Kosovo c'est pareil, les Moko c'est pareil. Moi-même. Donc, si on se bat pour que le Togo change pour nous tous. Mais si vous estimez que, on le dit non, mais il n'y a pas de barrière dans les foulées, il n'y a pas de conteneur dans les bains, il n'y a pas de dans les foulées. C'est à vous de décider. Si vous estimez que, bon, vous êtes bien comme ça, mais restez bien comme ça. Restez bien comme ça. Les amoko les boulegbé, c'est ça la réalité. Et n'oubliez pas que ceux qui sont au pays qui ont des problèmes, le poids de leur soutien, c'est sur les gens de la diaspora. Il n'y a pas un seul jour où les gens n'appellent pas, il faut soutenir celui-ci, il faut soutenir celui-ci, il faut soutenir celui-ci. Et à mon le fera dormir. Moi, les salaires ensemble les faux. Ni soit, je pense qu'ils ont payé hier pour cette catégorie de fonctionnaires. Ils ont payé juste, c'est vendredi qu'ils ont fait les états aux banques. Certains ont été payés, mais depuis une semaine, c'est seulement vendredi que certaines catégories de fonctionnaires ont été payées. Et donc, vous ne pouvez pas rester comme ça là-bas. Parce que si on commence par avoir des retards pour les salaires, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est vendredi que certains, on a activé le paiement de certains dans certaines banques. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais on a de l'argent pour inviter des gens pour venir raconter des histoires de panafricanisme. Donc, bientôt, il y a là et wa ku isia. Et que Georgina Mia ouais. Il n'est pas même bon, mais faut aller que les problèmes Georgina Mia. Tant mieux. Mais non, on est Ferdinand Otam pour moi, babaton pour nayo. Zaka on come babaton pour nayo. Tant que tu peux essayer aller que babaton pour nayo. Moko si babaton pour nayo. Mais vous êtes assez heureux comme ça. Donc restez là-bas. Alors Ferdinand avec beaucoup qui ont les pour si beignon, je ne sais pas ce que vous racontez. Restez là-bas. Restez là-bas. Vous allez mourir un à un. Miracle de cas. Mia pas tabila ku yalo voix Minaku ayaduna et bien pas TikTok dia je ne connais pas les gens pas sur TikTok quoi on a des vieux jeunes 30 ans 28 ans c'est vrai qu'il n'y a pas un âge pour mourir mais quand il y a suffisamment de jeunes autant de jeunes qui meurent dans un pays il y a une réflexion à faire les gens pas TikTok dit quoi je ne comprends pas les petits 28 ans 33 ans 25 ans des jeunes qui meurent sur TikTok je vois les avis je me dis mais notre société a un problème il y a des sociétés à un problème on a un problème dans notre société peut-être que c'est des jeunes qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est où des gens qui ont créé des entreprises, ça n'a pas marché. Ils ont fait des AVC, ils sont tombés malades, ils n'ont pas de soutien. Je n'en connais pas. Il y a Fifi qui est visa Tambalewa. Fifi qui est visa Tambalewa. Mais là, comme qu'il a dit, visa Tambalewa. L'Europe est en train de fermer. Les États-Unis, eux, ils ont fait une suspension, mais quand ils vont reprendre, ils vont filtrer. Quand ils vont reprendre, après ça va être très dur, ils vont filtrer. L'Europe, eux aussi, ils sont en train de filtrer. On déporte les gens. Mais il y a déporté dans l'Europe tout le temps. De l'Allemagne, de la France, on déporte les gens. On rapatrie plutôt les gens. Donc, bientôt, Macron, ni tout va vous remettre pas tawa. Les missions de Ferdinand Benyaye, M66 Benyaye, et plateforme Yalke Benyaye, et M5 Benyaye, et Nyemnyo, parti politique Benyaye, diaspora Benyaye. Restez là-bas. Mais il y a une catapilla, on a banyabe à Sigbao, il y a une envie, les vidéos, mais on a catapilla, on a banyabe conteneur, on a envie, les vidéos, mais
Aucun Dieu ne descendra pour vous sauver. Vous êtes vos propres sauveurs. Et je voulais terminer en parlant militaire. Vous les militaires, si vous n'êtes pas capable de nous débarrasser de ce régime, évitez d'être utilisé par les Nyassingbe pour réprimer le peuple dans le sang. Vous les militaires, qu'on a déployé un peu partout à Lomé là, si vous n'êtes pas capable de nous débarrasser des Nyassingbe, parce que vous êtes des peureux, vous n'avez pas des couilles, ou vous avez choisi d'être des esclaves à vie pour les Nyassingbe, évitez d'aller frapper les civils qui vont sortir à main nue pour défendre la cause qui est aussi la vôtre. Ce que les civils défendent, ça vous concerne aussi. Écoutez ce que la chanson de Sassou Nguesso dit, que quand vous n'êtes pas rentré dans l'armée pour tuer vos frères, vous n'êtes pas rentré dans l'armée pour tuer les civils, pour faire plaisir à quelqu'un qui lui il est dans son fauteuil tranquille. Parce qu'à la fin du mois, il va vous donner un sac de riz de 5 kilos et un bidon d'huile pour plus 5 000. Faites appel à votre réflexion, à votre tête, vous les militaires togolais, gendarmes, militaires, police, anti-émeute, vous tous qu'on mobilise pour aller tuer vos frères, rentrer dans la maison. Mais bouta me nuere. Le soir, il y a pas de moitié de fois, c'est pour manifester leur colère. Ils ne sont pas fondamentalement contre un individu. C'est pour manifester leur colère. C'est ça la réalité. Mais ils est d'accord, c'est pour manifester leur colère. Vous n'avez pas le droit de les tuer, de les assassiner, de les réprimer, de violer les femmes, de les tabasser, de rentrer dans leur maison. Vous n'avez pas ce droit-là. Votre droit, c'est de protéger le peuple. C'est pour ça que vous êtes rentré dans l'armée. C'est pour ça qu'on vous paye. Et ce sont les impôts des contribuables qui vous payent les randes, qui vous payent les chaussures. Mais si vous décidez d'être du côté de l'oppresseur contre le peuple, le jour où le peuple va avoir le dessus sur vous, vous allez aussi subir les mêmes sorts. Voilà ce que moi j'ai à vous dire. Donc, moi je vais terminer. Il y a certainement d'autres lives de motivation qui vont s'enchaîner. On est à 17h30. Je ne sais pas si, au niveau de mes techniciens, s'il y a quelques préoccupations, des questions et tout ça. Voilà. Voilà. Ouais, Djoumbé de Mango n'a même pas de stade. Voilà, on me dit qu'il y a des Tchadiens à Lomé. Voilà, il y a beaucoup de Tchadiens. Ils sont aussi dans la médecine, ils sont dans les hôpitaux. Bon, maintenant, dans l'armée, il faut qu'on vérifie. Voilà. Donc, on va retourner au Bénin pour voir ce qui se passe. Comme moi, j'ai déjà vous le dit tantôt, moi, je ne supporte pas les coups d'État. Donc, je ne suis pas là pour supporter un coup d'État qui va faire l'affaire de Faure Gnassingbé. La politique, c'est une question de réflexion et de stratégie. Donc, voilà, vous les Togolais qui faites comme vous n'avez jamais vu de militaires. Quand vous voyez les militaires, vous commencez pas à trembler comme ça. Ce sont les mêmes qui vous tuent dans les rues. Ce sont les mêmes qui vous frappent dans les rues. C'est comme ça qu'on s'est tué depuis 1963. Et ces gens-là, autant pas de Mickey Kenny Telito. Néné, quoi, Mickey Diwa, au bout de ça, Diawela, on a tati pouvoir à Zambia. 63, après 67, Kakawanegbe. Et au bout de moi, tati pouvoir, au Luwamo. Et vous pensez que c'est en supportant les coups d'État qu'on règle le problème du tout. J'ai rien à cirer. Voilà, donc je vous dis merci. Merci pour le temps que vous avez pris pour suivre ce live-là. Et merci à tous ceux qui nous accompagnent. On n'a pas besoin de partager tous les mêmes idées. On ne refuse pas à d'autres personnes d'avoir leur position, mais nous sommes libres aussi d'exprimer notre position, d'exprimer nos analyses, que ça plaise ou que ça déplaise. C'est l'expression libre, c'est la démocratie. On n'est pas tous obligés de suivre le même train ou de regarder dans la même direction. Voilà, donc merci à vous tous. Merci à la technique. Et on va finir avec la chanson de Sassou Nguesso que je dédie à tous les militaires que Faure a déployés actuellement dans les rues. Les militaires qui sont partout dans les rues. Et vous, les panafricains, je ne sais pas si vous vous appelez les panafricains ou autre chose, qui est arrivé à Lomé ce soir pour votre conférence de demain, essayez d'aller à la prison civile de Lomé pour regarder l'état dans lequel les gens sont. Essayez d'aller dans les hôpitaux pour regarder ce que les gens sont. Essayez d'aller un peu partout pour voir quelle est l'ambiance aujourd'hui au Togo. Ne restez pas dans les hôtels, là où on va vous servir du caviar, du vin, du champagne et tout ça. Je vous souhaite quand même bonne conférence, mais une fois que vous êtes au Togo, allez dans les rues. Allez dans les quartiers défavorisés. Allez à la prison civile de Lomé. Allez dans les organisations des droits de l'homme. Rencontrez les partis politiques qui sont à Lomé. Il y a des partis politiques qui sont à Lomé, des responsables politiques. Écoutez-les. Allez les rencontrer. Ils vont vous dire ce qui se passe au Togo. Donc, si vous avez la moindre conscience, vous ne pouvez pas venir dans ce pays-là et faire des choses comme ça et repartir. Mais bonne chance à vous et bonne conférence à vous. Allez, merci à vous tous. Et à ce soir et à demain, on va surveiller la situation à Lomé. On va voir ce que ça va donner. Et bonne journée et bonne soirée. Merci à la technique. Ça se passe.